vlog dans lequel je vous prends au moins une semaine, hein. Je ne vais plus dire de jours, de nombre de jours, sinon ça ne marche jamais. En tout cas, j'ai envie cette semaine de faire un challenge, donc de lire 7 livres. Et cette fois-ci, je ne vais pas compter les graphiques, donc bien sûr je peux lire des graphiques, hein, j'ai le droit de tout lire, mais je ne vais compter que les romans, les essais, les recueils de poésie ou les choses comme ça. Je viens d'ailleurs vous montrer, nous sommes le premier jour du challenge et j'ai déjà lu mon premier livre qui a été un petit coup de cœur, on va le dire. J'ai lu La Maison Tanière de Pauline Delabroix-Allard qui est dans cette fameuse collection de chez l'Iconoclaste. Ils ont sorti la collection Iconopop. Alors j'avais déjà vu passer cette collection, je sais que Floris est très très fan notamment. Et voilà, je l'ai vu passer, j'avais jamais forcément envie de craquer. Voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. Et en fait, je suis allée en librairie il y a quelques semaines et j'ai un petit peu farfouillé les rayons. J'ai déambulé dans les rayons et puis j'ai vu ce titre. J'ai lu la quatrième de couverture qui m'a beaucoup séduite. Et en fait, tout le livre était vraiment magnifique. En fait, on va suivre un personnage, donc l'héroïne, hein, Pauline Delabroix-Allard, donc l'autrice, elle nous explique au début qu'elle est, pendant l'été 2017, elle va passer 3 semaines seule dans une maison de ses amis. Dans la maison de ses amis, tous les jours, elle va écrire un poème en vers libre sans rime. Je réfléchis, mais non, non, il n'y avait pas de rime. Quoique, non, non, il n'y avait pas de rime. De temps en temps, il y a des rimes, mais c'est pas hyper structuré au niveau des rimes, c'est assez libre. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la première partie du récit, enfin du récit de ces suites de poèmes, en fait, reprend des musiques qu'elle écoute. Donc c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est que elle va tous les jours choisir une musique, un disque vinyle qu'elle va écouter et c'est en s'inspirant non seulement de sa journée, mais aussi en s'inspirant de la musique qu'elle va écrire ce poème. Donc par exemple ici on a une partita pour violon seul et elle va écouter cette partita pour violon seul et elle va s'inspirer de la musique qu'elle entend. Et du coup on entend très facilement les musiques. Ça peut être même un atout d'écouter la musique en écoutant le poème, même si en lisant le poème, même si c'est vrai que certains c'est des chansons donc c'est un peu difficile de se concentrer. Ensuite on a du France Gall, on a vraiment tout, du Michel Sardou, du Nino Ferrer et on a toujours des très très beaux, des très très belles photos et je vous avoue que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce livre. En fait oui, c'est un vrai coup de cœur parce que j'étais très touchée par la poésie. On va parler de pas mal de sujets, de son amour. Je crois que les poèmes d'amour sont les plus beaux, je trouve. Ils sont incroyables. J'adore, franchement, je trouve ça magnifique. Et les photos vont très bien avec. Et en fait, la deuxième partie, c'est 2 ans plus tard, elle retourne dans la même maison et elle va prendre des photos des plafonds. C'est très marrant, donc à chaque fois, elle va se coucher par terre, elle va donner voilà, elle va dire ses impressions, comment elle se sent quand elle est couchée par terre et on va voir ce mur. Franchement, j'ai adoré ce concept, c'était vraiment magnifique et du coup j'ai qu'une envie, c'est d'aller visiter le site de l'édition Iconoclast pour voir tous les titres qui sont sortis chez eux. Alors je vais peut-être pas forcément tous les lire, hein, ils vont peut-être pas forcément tous m'intéresser, mais j'ai aussi qu'une envie, c'est de lire tout ce qu'a écrit Pauline Delabroix-Allard. Elle a écrit un livre qui s'appelle Ça raconte Sarah notamment, qui est assez connu, mais je pense pas l'avoir. C'est un titre qui me revient, enfin, que j'ai déjà entendu assez souvent, mais je pense pas que je l'ai. Voilà, c'était vraiment une petite pépite et vraiment cette expérience était vraiment magnifique. J'ai lu 2 choses avant de... En fait, entre la fin du dernier vlog et le début de ce nouveau vlog, j'ai lu 2 choses. J'ai lu vite fait, je vous dis, le tome 2 des 4 sœurs de Malika Ferjouk qui a été adapté en bande dessinée et c'était le tome sur Hortense. Je vous avais dit le premier tome, c'était quoi? C'était Enid. Les titres représentent des sœurs, mais en fait on parle de toutes les sœurs dans chaque tome. Donc par exemple le tome sur Enid, oui on va parler beaucoup d'Enid, mais on va parler aussi beaucoup des autres sœurs. Le deuxième tome c'était sur Hortense. Hortense c'est pourtant l'un des personnages que je préfère parce que c'est une fille très introvertie qui écrit son journal intime et qui a du mal à s'exprimer. Je me suis retrouvée beaucoup reconnue en elle. J'avais complètement oublié parce que moi, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, j'ai lu j'ai lu cette saga même plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Et j'avais complètement oublié, j'avais zappé ça. Mais moi j'ai vraiment beaucoup moins aimé ce tome-là parce que on voit beaucoup le personnage de Bettina qui est un personnage que je déteste. Je trouve qu'elle est très mesquine, je trouve que c'est une ado
insupportable, hyper superficiel, et c'est difficile à comprendre comment dans une famille aussi bienveillante et aussi chaleureuse, on est un personnage aussi superficiel et un peu cliché en fait, vraiment. Voilà, ça se termine bien, dans le sens où ça se termine de manière logique par rapport à l'histoire par rapport à tous les retournements de situation, mais c'est vrai que moi je j'ai pas forcément apprécié plus que ça ce deuxième tome. Je continuerai parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur le personnage de Geneviève, qui est un personnage que j'aime beaucoup. Je crois que le troisième tome c'est sur Bettina. On va souffrir. Mais peut-être que ce qui se passe avec Bettina peut-être va changer les choses et va la faire un petit peu évoluer, je ne sais pas. Oui, j'ai un peu moins aimé ce tome. Pourtant, j'aimais bien les dessins, hein, mais vraiment, ce qui se passe dans le livre, j'ai pas tellement accroché. J'ai lu également, bah, ça rentre pas du tout dans mon challenge, hein, du coup, j'ai lu également Éline, la charmeuse de bête. Je vous le montre vite fait, même si voilà, j'aurais pu en parler plutôt dans un point lecture. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette lecture. On est sur un récit qui vient d'un roman de Naoko Uehashi ou un animé peut-être. Et le dessin, c'est de Itoe Takemoto et c'est chez Pika Édition. Et j'ai adoré ce premier tome. On va suivre une petite fille dont la maman travaille, s'occupe assez régulièrement des todas. Ce sont des... Est-ce que c'est ça, les todas? Oui, c'est ça. Ce sont des espèces assez dangereuses, donc des sortes de reptiles qui ressemblent très fort à des dragons serpents. Et en fait, ils sont donc soignés par la mère de la petite. Et cette petite a une fascination pour ces todas. Elle va tout le temps les voir, elle a envie de les toucher. Mais sa mère lui dit attention, c'est dangereux. Et un jour, il va se passer quelque chose qui va condamner la mère de la petite Éline. Et Éline va se retrouver voilà, dans une situation pas très agréable en fait. C'est difficile de résumer les mangas parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses dans un tome, mais en même temps c'est un tome, on comprend très vite ce qui va se passer en fait, c'est ça. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai adoré ces personnages de Toda. Enfin, pour le moment, c'est pas vraiment des personnages, c'est vraiment des êtres un petit peu dangereux, qui font un petit peu peur. Et en même temps, on sent que je sais pas, qu'il va y avoir un lien entre cette petite fille et cette Oda. Et elle fait une rencontre, la petite Éline, avec un monsieur qui est très touchant. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai passé un super moment. Je vais éteindre cette caméra et je vous retrouverai plus tard pour vous parler de lecture. Et on croise les doigts pour ce challenge 7 jours, cette lecture. Parce que j'y crois, moi. J'y crois à fond. Donc j'ai lu un livre le premier jour, donc on va espérer un petit peu avancer. Donc j'ai plein de trucs assez fins à lire. J'ai par exemple ce truc-là, j'ai failli assassiner une plante. Ce truc-là, Vigile, qui me tente beaucoup. Riyam Zaitoun, ça a l'air magnifique, ça fait 2 ans que je l'ai acheté, j'ai toujours pas lu. Et c'est le genre de truc qui se lit très vite, ça me tente beaucoup ça. Voilà, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.
un petit peu plus tard avec toujours un bruit de fond. Donc cette fois-ci, ce n'est pas la machine à laver, c'est mon compagnon qui travaille sa percussion. Donc je vous reviens parce que nous sommes le 1, 2, 3, 4e jour et je viens vous parler donc des 4 livres que j'ai lus puisque j'ai réussi à lire un livre par jour pour le moment. Je vous ai parlé déjà de celui-ci qui est La Maison Tanière, qui est un petit coup de cœur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas si je vous ai parlé des autres, je ne sais même plus dans quel ordre je les ai lus. Je crois que le deuxième que j'ai lu, c'est Vigile de Hayam Zeytoun. Alors c'est un livre qui m'a beaucoup plu, je viens vous en parler. En fait, on va suivre Hayam Zeytoun qui nous parle, donc qui nous fait un récit sur son expérience il y a 5 ans, puisqu'il y a 5 ans, pendant la nuit, son compagnon a eu un arrêt cardiaque. Et donc elle appelle l'hôpital, donc elle explique un petit peu tout ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. C'est vraiment très fort. Et on a donc ce moment d'attente, ce moment terrible où elle est perdue parce que son mari a eu son arrêt cardiaque, il est à l'hôpital, il est dans le coma, il est maintenu dans le coma et il y a l'annonce aux enfants, aux parents, les gens qui la soutiennent. Enfin voilà, elle explique ça avec des mots très justes, forcément vu que c'est du vécu, mais j'ai trouvé ça extrêmement brillant et j'ai trouvé ça extrêmement touchant parce que c'était tellement proche de ce que j'ai pu connaître moi dans ma vie, qui peut ressembler à ce qu'elle a vécu. Et en fait, je me suis sentie très effrayée en fait à plusieurs moments parce que c'est quelque chose qui me fait très peur, qu'il arrive la même chose à mon compagnon. Et donc j'ai du mal par moments à le lire parce que je ressentais toute la réalité de son récit et c'est extrêmement bien écrit et comme ça a été écrit 5 ans plus tard, il y a ce regard un petit peu de distance, je crois que c'est 5 ans plus tard, un truc comme ça, ce regard de distance avec tout l'amour qu'elle a pour son mari et on ressent cet amour à chaque phrase, entre chaque ligne, c'était magnifique, mais c'est vraiment très dur. Je trouve que c'est quelque chose qui fait un petit peu relativiser et donc qui nous donne envie. Ce récit est pas que négatif, donc il apporte plein d'amour et plein d'espoir qui nous donne envie en fait de profiter de chaque instant et de montrer en fait tout l'amour qu'on a pour les gens qu'on aime. C'est très plan-plan ce que je dis, j'en suis bien consciente, mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue. À un moment, elle dit quelque chose, avec ses beaux mots, elle dit... elle se rappelle de certains moments avec lui avant qu'il ait eu son truc et elle se dit mais est-ce que tu savais, est-ce que tu sais que je t'aimais à ce point, à ce moment-là, est-ce que je te l'ai assez montré, je ne sais pas. Elle doute en fait qu'elle ait montré à son homme à quel point elle l'aimait et c'est quelque chose qui fait vraiment relativiser parce que ça me donne envie d'aimer encore plus en fait. Voilà, c'était très beau. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai lu, donc ça c'est vraiment 2 bonnes lectures. Encore une autre bonne lecture, j'ai lu La séquestrée de Charlotte Perkins Gilman chez Phébus Libretto. Alors, donc j'ai lu, comme vous l'avez vu, des petits livres. Celui-là, je l'avais acheté chez Pêle-Mêle, je pense que je vous l'ai montré dans mes achats Pêle-Mêle. Alors, celui-là, ça a été un vrai bonheur de lecture. Pourquoi? Vous allez dire, c'est que positif, bah ouais, en fait, c'est un peu le cas. Déjà, les éditions, Phébus, la Libretto, le confort de lecture est incroyable. Est-ce que c'est parce que c'est un livre qui n'est pas très long qu'ils ont ils en ont profité pour faire des polices assez larges, mais en tout cas, c'est un vrai confort de lecture qui fait un bien fou, qui me donne envie de lire un libretto là prochainement. C'est tellement agréable. J'espère que les autres sont écrits aussi gros parce que franchement, ça fait du bien. Ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'on n'a pas de préface, mais on a une très chouette postface, et ça j'adore parce que les préfaces, ça spoil toujours, et comme c'est un classique, j'avais peur d'être spoilée, et vraiment je trouve ça génial qu'ils aient fait une postface, parce que moi du coup j'ai un peu toujours la flemme de lire les préfaces après avoir lu le livre, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup le fait qu'ils fassent une postface extrêmement très intéressante d'ailleurs, rédigée par, comment s'appelle cette dame, Diane de Margerie. Elle a fait une longue postface pour expliquer un petit peu la situation, je vous en parle juste après.
Et vraiment, j'ai adoré aussi la postface. Donc, on va suivre un personnage principal qui est une jeune femme qui a un époux qui est médecin. Et en fait, elle souffre de dépression. Alors, à aucun moment dans le livre, on parle de dépression parce que à l'époque, je crois que ça a été écrit en 1890. À l'époque, on ne parlait pas de dépression, on parlait, j'imagine, enfin, voilà, hystérie ou ce genre de choses, hein. Et en fait, elle souffrait clairement de dépression. Et donc, comme elle n'allait pas bien, on lui a conseillé de faire une cure de repos. Et donc son mari qui était médecin en rajoutait en disant mais oui ma petite tu dois te reposer, tu dois dormir. Il y a un côté très très infantilisant du personnage principal qui à l'époque est une femme dont le seul but et la seule occupation dans la société c'est de devoir s'occuper des enfants, s'occuper de la maison et surtout ne pas trop réfléchir et ne pas perdre de temps à écrire parce qu'elle aime bien écrire, donc on se doute qu'il y a un petit aspect un peu autobiographique et donc l'héroïne on sait qu'elle aime bien écrire et qu'elle aime bien s'évader et son mari lui dit non ne va surtout pas t'évader en écrivant parce que ça va de nouveau faire ressortir tous tes fantasmes et tes folies et tu vas de nouveau aller très mal. Et donc elle est obligée de dormir toute la journée. Elle est obligée d'être dans son lit et en fait on voit bien qu'elle va de mal en pis, que ça ne s'arrange pas. Son mari l'infantilise de plus en plus. Il va travailler puis enfin vous voyez c'est pas facile à lire. Et elle est dans sa chambre, on voit en fait la folie s'installer petit à petit dans ce livre dès le début, hein. On le voit parce qu'elle regarde le papier peint qu'il y a devant elle et au début elle aime pas ce papier peint et puis tout d'un coup plus le temps passe en fait plus elle trouve que ce papier peint est un peu particulier, qu'il a des formes et qu'il y a peut-être une femme qui se cache derrière le papier peint. Je vous laisse découvrir bien sûr tout ce qu'il imagine avec ce papier peint. Mais le papier peint est extrêmement important dans l'histoire. D'ailleurs, en version originale, c'est The Yellow Wallpaper, je pense. Le titre ici, elle l'a traduit par La séquestrée. Parce que il y a ce côté séquestration et donc on voit que le fait de se reposer et de surtout pas écrire, de surtout pas faire une activité cérébrale la rend de plus en plus folle. Et donc ce livre en fait était vraiment très intéressant et j'ai adoré la postface. Alors je vais pas trop vous en parler parce que ça spoil un petit peu quand même si c'est une petite nouvelle. Ça spoil parce que ça raconte quand même la vie de l'autrice Charlotte Perkins Gilliam et on se rend compte que c'est très autobiographique, alors pas tout évidemment mais une grosse partie de l'histoire est plutôt autobiographique on l'empêchait de d'écrire, elle voulait absolument écrire. Et on va parler également de Edith Wharton qui c'est marrant, je vous en parlerai juste après, qui a vécu un peu la même chose, hein, qui était dépressive, très dépressive et voilà, on lui disait de se reposer et tout ça, tout ce qu'elle voulait c'était écrire. Ces deux femmes qui refusaient en fait leur statut d'épouse et qui refusaient leur statut surtout de n'être qu'une épouse, de n'être que la femme d'eux et la maman d'eux. Elle voulait être plus que ça. Voilà, je vais pas développer non plus parce que j'ai l'impression d'en avoir déjà dit beaucoup sur ce livre et je vais tout de suite ranger ça. Et alors je vais vous parler de ma dernière lecture, 4e jour. Donc aujourd'hui j'ai terminé Le bal de Irène Nemirovsky, également un classique qui a été écrit du coup un petit peu plus tard. Alors, au début, on a la biographie de Irène Nemirovsky que je trouve toujours intéressante à lire. J'aime bien quand on fait ça. C'est toujours aussi intéressant à lire avant de commencer. Sauf quand c'est très autobiographique et on se rend compte qu'on nous spoil tout. Bon, il y a un résumé un petit peu plus long du bal, donc je vous conseille de ne pas lire la fin de la préface. Mais ça va, ça spoil pas non plus. On voit venir, on voit le début du résumé et on se dit ok, ne lis pas plus loin parce qu'on va tout me spoiler. Et de nouveau, on a, c'est pas les mêmes éditions, mais on a quand même des écritures bien épaisses, bien épaisses. Des gros caractères et ça j'aime beaucoup. Alors ici on va suivre l'histoire de deux époux et leur fille, donc Mr. et Mrs. Kampf, monsieur et madame Kampf en fait, hein, qui ont une fille, Antoinette, et on voit qu'Antoinette, elle a 14 ans, elle est pas très bien dans sa peau, elle ne rêve que d'une chose, c'est d'amour, et elle est très maltraitée parce que sa mère l'engueule toute la journée, elle a aucun mot gentil pour elle, personne en fait ne s'occupe vraiment d'elle, et elle est vraiment délaissée, elle est pas très heureuse, et en fait, monsieur et madame Kampf, ce sont des nouveaux riches, donc ce sont des gens qui ont vécu dans la pauvreté, ils étaient toujours dans l'apparence, dans les apparences, dans le...
regardez-moi et tout ça, ça a toujours été des gens comme ça, et du coup comme ils sont devenus riches d'un coup, bah forcément il y a ce côté très péteux, très nouvelle bourgeoisie qui est très clinquante, puisque elle achète plein de bijoux en diamants et tout ça, elle veut absolument montrer à tout le monde que maintenant elle est riche, il faut surtout pas qu'on se rappelle qu'elle a été pauvre, enfin vous voyez un petit peu le genre, donc c'est des gens pas très sympathiques, hein, voilà. Et en fait un jour Mrs. Camp, je sais pas pourquoi je dis à l'anglaise alors que c'est Madame Camp, Madame Kampf décide, puisque c'est écrit en français, hein, Madame Kampf décide de faire un bal, donc d'organiser le premier bal depuis qu'ils sont riches, et donc elle va inviter la plainte de gens, vraiment, elle va inviter, bah oui, tous des gens qu'elle connaît pas, qu'elle a peut-être rencontré une fois, une marquise, un comte, voilà, elle va inviter le plus de petits deux possible, et je n'en dis pas plus, je dis juste que Antoinette a 14 ans et qu'elle elle a envie de participer à ce bal, sauf que sa mère, elle est vraiment bitch, enfin elle lui dit non meuf, tu participeras pas à ce bal, et donc Antoinette, elle la mauvaise. Voilà, j'en dis pas plus. Moi j'ai beaucoup aimé cette lecture aussi, enfin franchement, parce que il y avait un côté un peu suspense, parce que j'avais pas lu le résumé en entier, je voulais vraiment avoir la surprise, et j'ai eu vraiment la surprise, je savais pas comment ça allait se terminer, et il y avait quelque chose de très touchant de suivre cette Antoinette qui vivait une adolescence en fait très semblable à la mienne. Alors dans le sens, pas du tout, je n'étais pas maltraitée par mes parents, mais disons que tous les sentiments qu'elle avait, enfin un côté très adolescence de tout le monde en fait de base, enfin voilà, tu te sens mal dans ta peau, t'as l'impression que personne ne te comprend, que tu es seul au monde, tu veux te suicider tout d'un coup, et au bout d'un moment, enfin ça je sais pas si c'est tout le monde, mais enfin, voilà, elle avait tout d'un coup dit, ah ouais je vais me jeter me jeter d'un pont, toute personne ne remarquera ma disparition. Il y a un côté très excessif de l'adolescence que j'ai trouvé très réaliste. Et on voit tout de suite la différence avec le livre précédent, puisque ça a été écrit des années plus tard. Il y a un grand écart, puisque c'est 40 ans plus tard. Et on sent déjà dans le langage aussi que c'est très différent, que on parle des expériences sexuelles de l'un de l'autre. Enfin voilà, c'est plus libéré au niveau du langage. Et franchement, j'ai bien aimé cette petite Antoinette. Bon, elle est un peu casse-pied par moments, mais c'est assez court, donc on a juste le temps de s'attacher à ce personnage et de la comprendre et de la voir. Et je sais que ça a été adapté au cinéma avec Daniel Darieux, donc j'ai très envie de découvrir cette adaptation. Et donc je suis super contente de réussir un challenge. Enfin franchement, Isabelle, au chapeau quoi. Bon, je suis en vacances, hein, j'ai que ça à faire, mais je suis super contente, surtout que là je vais me lancer dans la rentrée littéraire. Alors je vais pas mettre les livres dans le challenge bien sûr, mais voilà, il y a des livres que j'ai envie de commencer, là j'ai trop hâte. Un que j'ai envie de commencer notamment, c'est celui-là, puisque j'ai reçu ma première commande Vinted. Donc j'ai fait mon dépucelage Vinted, hein, puisque j'ai commandé pour la première fois, et cette première fois, elle est positive malgré le fait que j'ai pas reçu le livre que j'avais commandé. Donc j'avais commandé, puisqu'on ne sait pas avoir les éditions Cranford, la collection Cranford des éditions je sais plus quoi. C'est des choses qu'en France on peut les avoir, et du coup moi j'ai décidé, bon voilà, j'en avais eu grâce à Peggy, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. J'en avais acheté une en allant en France pendant 1 heure là. Et voilà, j'avais envie d'avoir le livre de Edith Wharton qui est Chez les Heureux du Monde. Et voilà, j'avais commandé ce livre-là chez les Heureux du Monde. Alors pour le coup, Vinted, c'est vraiment l'endroit, la plateforme qui nous fait acheter des livres et des choses moins chères. Le but, c'est d'acheter moins cher. Mais dans mon cas, c'était pas forcément le but, c'était même pas d'acheter moins cher, c'était surtout de trouver. Parce que là, ces éditions sont très difficiles à trouver en Belgique. Et donc, j'étais contente, même si je payais plus que le prix du livre hein, en soi. Quand j'ai ouvert mon colis, en fait, j'étais quand même contente malgré que ce soit pas chez les Heureux du Monde, parce qu'en fait, chez les Heureux du Monde, je l'ai en livre de poche, et donc je me suis dit, bon bah, c'est pas grave, je l'ai de toute façon en livre de poche, et je lirai un autre que je n'ai pas, qui est Le Temps de l'Innocence, que j'avais très envie de lire également, qui est d'Edith Wharton, et il y a vraiment, je trouve quand même beaucoup de liens assez magiques entre les livres que je lis, les livres se relient, se parlent les uns aux autres. Enfin, je sais pas, c'est un truc que j'ai remarqué récemment, c'est que souvent je lis un livre et puis ça, comment dire, ça résonne avec ce que j'ai vécu récemment, ou ça résonne avec un autre livre. C'est assez fou parfois, mais c'est des choses que je peux pas trop vous expliquer en vidéo parce que souvent ça spoil. Voilà. Genre la révélation du dernier Franck Tillier résonne avec un autre livre que j'ai lu juste après, et donc c'est assez fou.
Et ici, là, dans la séquestrée, dans la postface, il nous explique, il nous parle d'Edith Wharton. Et donc ça m'a donné envie de... Parce que j'ai pas encore lu moi d'Edith Wharton, c'est quelqu'un qui me... C'est un personnage, une écrivaine qui m'intéresse beaucoup, une autrice qui m'intéresse beaucoup, mais que je n'ai pas encore lu. Et du coup, je me dis que je vais peut-être la commencer plutôt avec ça, puisqu'en plus c'est un petit peu plus court. Peut-être prendre le temps de lire ça, j'espère que ça va au niveau de la traduction, parce que j'ai entendu des mauvaises avis sur les traductions. Au niveau des nouveautés, je suis allée en boîte à livres, et alors je sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait 3 livres de ma wishlist, j'en ai pris 2 parce que j'ai pris 2 poches, hein, parce que je me débarrasse de beaucoup de livres là récemment et j'ai pas envie de ramener plus de livres que ce que j'en donne, donc mon but c'est que ma bibliothèque diminue et n'augmente pas, hein, de base. Et donc j'ai trouvé un dernier verre avant la guerre de Denis Lehane qui était dans ma wishlist, il est un peu collant par contre. Je vais un petit peu le désinfecter, ce que je n'ai pas encore fait, ce que j'aurais dû faire. Voilà, qui avait été conseillé par Séverine il y a un moment. Et alors Testament à l'anglaise de Jonathan Koo qui est également dans ma wishlist depuis pas très longtemps en plus, c'est assez marrant. Et il y a une carte dégueulasse dedans. Franchement, les livres en boîte à livres, vérifiez toujours bien parce que ça j'aurais peut-être pu vérifier. Donc ça c'est pour ça. Dans les nouveautés, j'ai le dernier Jérôme Loubry, mais je pense que je vous l'ai montré. C'est le livre qui va sortir le 25 août. Il a été dédicacé par Jérôme Loubry, s'il vous plaît. Oh là là, s'il vous plaît. Je l'avais rencontré en salon. C'est vraiment quelqu'un de très chouette. Enfin, voilà, c'est peut-être un psychopathe qui tue des gens dans la rue, tout ça. Mais en tout cas, voilà, en salon, je l'avais trouvé très sympathique. Et j'ai très très envie de le découvrir parce que moi, Jérôme Loubry, j'ai lu plusieurs de ses livres que j'ai vraiment bien aimés. Bon, il y en a un, c'était une petite déception parce que j'avais deviné quelque chose, mais j'avais beaucoup aimé Les Refuges et Du Soleil et de Son, qui était vraiment une bonne lecture aussi. Et les 2 derniers petits arrivés, ce sont 2 qui correspondront à ma semaine de un livre un jour. Il y a le livre, oui, le livre conseillé par Floris de la chaîne Flowfly, qui conseille beaucoup l'autrice Chantal Thomas. Et moi j'ai toujours Chantal Goya en tête, mais c'est Chantal Thomas. Et j'ai pris celui que j'ai trouvé, qui est Souvenir de la marée basse, qui est une petite, un petit livre, donc peut-être que ça s'ira vite. Par contre c'est écrit plus petit, hein, donc là... je comprends pas, ça c'est vraiment un truc, je vous en ai déjà parlé, je comprends pas pourquoi on rend pas les livres plus accessibles en les écrivant avec des plus gros caractères. Alors oui, bien sûr, ça coûte plus d'argent puisque ça coûte plus de papier, ouais, bref. Et le dernier, c'est quoi? C'est quoi? Le livre est caché. J'aime pas les bandeaux comme ça m'énerve. C'est La plus précieuse des marchandises. Alors c'est marrant parce que c'est écrit sans majuscule et ça me perturbe en général quand c'est écrit sans majuscule. Et donc c'est un point, édition point, mais qui est blanc. D'habitude ils sont différents, je crois qu'ils ont un peu changé leur couverture. J'aimais bien leur couverture avant. C'est de Jean-Claude Grunberg, je connais pas du tout ce bonhomme, ce monsieur. On va être respectueux. Et en fait c'est un livre qui va se lire très très vite. En fait moi j'ai été prise, je dis naïvement, oui j'aime pas les banderoles, mais vous savez pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il est marqué Jean-Claude Grunberg nous offre un classique instantané. Et donc je l'ai acheté quoi. Bravo Isabelle. Mais du coup, je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que dans le résumé, ils nous disent rassurez-vous, ce n'est pas le petit pousset, pas du tout. Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir à long? Et donc, je sais pas ce qui va se passer parce qu'il y a la banderole qui cache le reste. Et donc, surprise quoi. Je crois que ça va être ma lecture de demain ou ce soir. Voilà. Voilà, je vous retrouverai certainement pour vous parler des prochaines lectures. À bientôt. Salut, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est lundi, en principe je devrais clôturer ce vlog, mais j'ai décidé de vous prendre avec moi encore une semaine. Alors je fais ça tout le temps, vous avez l'habitude maintenant, mais en fait je suis tellement motivée par le challenge que j'ai commencé, qui était de lire donc un livre par jour,
que j'ai envie de continuer encore une semaine parce que je suis vraiment très bien dans mes lectures et d'ailleurs en 7 jours j'ai lu 8 livres. Donc je pense que pour 14 livres en 14 jours, je pense que c'est très très faisable. Et donc je suis vraiment super ravie par ce challenge. Donc je viens vous parler des livres que j'ai lus, des livres que j'ai commencé et aussi du créateur du mois aussi. Donc, j'ai bel et bien réussi mon challenge, je pense qu'il n'y a même pas de suspense. Je vais commencer par regarder sur Livre Addict, en fait, les livres dont je dois vous parler, parce que, évidemment, comme j'ai lu beaucoup de livres cette semaine, je ne sais plus ceux dont je vous ai déjà parlé. Je vois que Le bal de Nemirovsky, Irène Nemirovsky, j'en vous en ai parlé, c'est le dernier que j'avais lu. Après, qu'est-ce que j'ai lu ? J'ai lu un livre que j'ai acheté, je vous en ai parlé, il me semble. Il s'agit de La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grimbert. Il s'agit d'un conte qui nous parle d'un bûcheron et d'une bûcheronne qui vivent dans une petite cabane dans la forêt et la bûcheronne rêve d'avoir un enfant et, et le bûcheron, je sais pas du tout, il a pas du tout envie d'avoir d'enfant mais elle veut vraiment un enfant et un jour en fait, bénédiction, il y a en fait, il y a un train qui passe assez régulièrement et un jour il va y avoir une main qui va lui donner un enfant, plus ou moins. Et donc elle va être super heureuse de s'occuper de cet enfant. J'en dis pas beaucoup plus. On est vraiment dans un récit conté, donc on a vraiment c'est ce côté mystérieux des personnages, puisque la bûcheronne s'appelle la bûcheronne en fait, et le bûcheron c'est le bûcheron. On n'a pas de détails sur leur nom ni quoi que ce soit, mais petit à petit, au fur et à mesure du livre, en fait, on se rend compte de quelle nationalité ils peuvent être et aussi dans quelle époque on est, donc à quelle époque de l'histoire on est et ce qui se passe vraiment. Bon, c'est pas un spoil ni quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qu'on découvre donc dans le livre. C'est vrai que dans le résumé, on peut se dire, tiens, quand est-ce que ça se passe, qu'est-ce que c'est, et en fait on le découvre dans le livre. C'est une histoire au final assez simple, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était conté parce que ça changeait un petit peu de beaucoup de livres qui parlent du sujet, c'était vraiment original. Il y a des moments très très touchants alors que c'est vraiment très court. C'est vrai que quand on lit des livres très courts, c'est plus dur d'être immergé dans l'histoire, d'avoir un attachement au personnage. Et il y a vraiment un magnifique passage avec le bûcheron qui m'a beaucoup beaucoup touchée. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, je peux pas non plus développer pendant des heures. Parce que c'est très très court, mais franchement c'était une chouette découverte que je vous conseille, franchement c'était très beau, c'est assez dur par moments, je vous préviens quand même, mais c'était vraiment une très très belle histoire. Ensuite, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai lu, enfin si je sais ce que j'ai lu mais je ne sais plus dans quel ordre, donc je vais regarder sur Livre Addict, et Livre Addict est mon ami quand même. Hein. Oui, j'ai lu un livre de la rentrée littéraire. J'ai donc lu Mon mari de Maud Ventura qui va nous parler de l'histoire de notre héroïne. C'est un livre qui est coupé en 7 parties, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, plus un épilogue, et donc ces petites parties vont vraiment être assez progressives. On va suivre vraiment cette héroïne et toutes les choses qu'elle fait dans la vie de tous les jours pour être une épouse parfaite. Elle va nous parler donc de sa vie quotidienne avec son mari et on va voir tout de suite qu'elle est passionnée par son mari, elle est hyper amoureuse comme les premiers instants, donc elle a encore tous ces symptômes des premiers jours, donc quand son mari rentre, c'est le moment préféré de la journée pour elle, c'est vraiment le Graal quand il rentre, c'est vraiment la fête. D'ailleurs, elle explique que comme c'est l'endroit, le premier endroit qu'il va voir en arrivant, en rentrant du travail, c'est le hall d'entrée, il faut que le hall d'entrée soit extrêmement bien soigné, avec un beau miroir, elle a mis le fric là-dedans. Vraiment, on voit que cette femme a une image de la femme pas très moderne, hein, puisqu'elle est toujours en attente de son mari, en attente de gestes positifs de son mari. Elle est toujours avec cette impression que, eh bien, comme elle est une femme, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas faire en société. D'ailleurs, quand elle mange au restaurant, et franchement, ça se fait pas de laisser son sac à côté d'elle. Il faut bah, c'est une femme bien, donc il faut qu'elle mette son sac sur ses genoux. Tous des codes comme ça qu'elle a appris au fur et à mesure des années, des choses qui font un petit peu... qui sont assez agaçants à lire, mais il y a un petit côté un peu cocasse. En fait, dans le livre, elle va noter toutes les petites
les petites erreurs de son mari, les petites fautes, les petites choses qu'il va faire. Par exemple, à un moment, il a retiré sa main de son genou alors qu'il regardait le film et elle, ça va la turlupiner pendant plusieurs jours. Elle va se dire mais pourquoi est-ce qu'il a retiré ma main? Et toutes des petites choses. C'est vraiment toutes des petites choses qu'elle va noter. Le genre de choses auxquelles on fait peut-être, je dis on, mais j'en sais rien pour vous, mais le genre de choses auxquelles on peut faire attention au tout début d'une relation quand on est encore à fleur de peau, on se dit la moindre chose est un signe. Mais en fait, elle, après 15 ans, c'est toujours comme ça. Et donc, dès qu'il se passe quelque chose, et alors il y a une scène très très cocasse, très comique, à partir de là, j'ai commencé vraiment à apprendre à lire ce livre avec plus de légèreté parce qu'à un moment ils sont invités chez des amis. Ils vont faire un jeu où ils doivent donner le nom d'un fruit à chacun d'entre eux et donc son mari trouve qu'elle ressemble à une clémentine et elle reste bloquée sur ça pendant des jours et c'est très très drôle à partir de la clémentine. J'ai commencé à vraiment bien rire. Donc c'est vraiment un récit qui peut être un petit peu redondant parce qu'elle a toujours des explications. Vous savez, pour chaque chose, pour chaque acte qu'elle va poser, elle a toujours une explication qui a l'air assez logique en fait. Et toutes les petites fautes de son mari, c'est très marrant parce qu'on sait que c'est son mari quoi, il est humain, enfin il peut pas tout le temps être comme elle veut qu'il soit. Et en fait, c'est marrant parce que elle parle tellement des petites fautes de son mari qu'au final, moi je me suis rendu compte que je me disais mais en fait son mari il est pas cool. Alors que je sais que elle me manipule un petit peu dans la lecture parce que je me dis mais oui mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il retire sa main à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il y répond pas quand elle parle de ça? Au bout d'un moment moi j'ai été prise à son jeu, je me suis dit mais oui son mari, il y a un problème là. C'est très marrant, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu redondant et si on n'accroche pas à cette femme, voilà, moi j'ai pas accroché, mais j'ai commencé à rire à partir d'un certain moment, et du coup ça m'a rendu la lecture plus légère, et du coup j'ai vraiment apprécié cette lecture parce que je la trouve vraiment originale. On a une gradation dans le livre, donc on a de plus en plus d'informations, et on a des sortes de révélations. Sur le dernier jour, il y a une espèce de pas de suspense, mais de crescendo dans le livre qui arrive là le samedi dimanche. C'est bien sympathique. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai bien aimé l'épilogue aussi. Donc voilà, je sais que ça pourra pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il faut vraiment voir. Je sens l'humour en fait de l'autrice, elle s'est marrée quoi à écrire cette histoire de Clémentine, moi j'étais mort de rire. Et c'est une femme un petit peu toquée parce que elle a toutes sortes de tocs et toutes sortes de maniaqueries, donc des choses des carnets. Elle a plein de carnets. Elle a un carnet dans lequel elle écrit tout du jargon, puisqu'elle est en fait elle est traductrice, elle traduit de l'anglais au français. Et elle est aussi professeure d'anglais à l'école, et donc elle a des carnets sur certains thèmes par rapport à ses cours notamment et sa traduction. C'est très marrant. Je vous laisse vraiment découvrir. Et en fait, il y a un truc qui est très cocasse, et à partir vraiment de ce moment-là, moi je commençais vraiment à rire parce que c'est elle utilise ses élèves, en fait, c'est très drôle. Donc dès qu'il y a une situation avec son mari, elle va mettre cette situation dans le sein de son cours, donc elle va faire un petit jeu, des petites scénettes avec la situation en anglais, forcément puisque c'est des cours d'anglais, et alors elle demande aux élèves en anglais, pour vous, est-ce que cet homme est amoureux de cette femme? Et c'est très drôle parce que du coup elle les manipule, enfin elle les utilise vraiment. Il y a plein de moments où elle utilise ses élèves pour essayer de comprendre le comportement de son mari ou d'une autre personne. C'est vraiment très très drôle. Franchement, moi j'ai passé un bon moment. Ce sera pas une lecture extraordinaire parce que je trouve en effet qu'il y avait un petit côté redondant, et que ça prenait le temps en fait avant de vraiment comprendre qu'en fait on est dans quelque chose plutôt de second degré. Enfin, peut-être que je me trompe, hein, je peux très bien me tromper, mais j'ai mis un petit temps avant de me dire ouais en fait cette femme, enfin, c'est drôle cette histoire, c'est drôle. J'ai mis du temps avant de comprendre le ton de l'histoire. C'est peut-être moi qui prend beaucoup de temps pour comprendre les choses, mais vraiment, j'ai passé un bon moment avec cette lecture. Au début, c'est vrai, au début, donc comme je vous le dis, hein, ça prend du temps parce que je crois que les 50 premières pages, cette femme, je ne la supportais pas. Bien sûr, vraiment, elle représente tout ce que je déteste à l'heure actuelle. Quelqu'un qui ne vit que pour les conventions sociales, quelqu'un qui visiblement n'aime pas ses enfants, elle n'a pas l'air de beaucoup les aimer, qui ne vit que dans l'attente de son mari. Vraiment, sa journée n'est organisée que dans l'attente de son mari. Pour elle, c'est vraiment
son mari, la seule personne importante au monde, et c'est la raison de sa vie. Et voilà, au début j'avais du mal avec ça, et après j'ai compris que, mais en fait, c'est drôle quoi. Enfin, c'est vraiment, en fait, c'est de plus en plus drôle avec cette Clémentine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Mon mari, ah oui, mon Dieu, belle lecture aussi. J'ai lu un livre qui est dans ma wishlist, dans ma pile à lire depuis 3 ans, et je suis très très heureuse de l'avoir enfin lu. Il s'agit de Amour de Léonore de Recondo. De Recondo, oui c'est ça. Je n'avais jamais lu de livre de cette autrice, et quand j'ai ouvert la première page qui nous explique donc qui est Léonore de Recondo, j'ai découvert avec grand plaisir qu'en fait elle est violoniste baroque, et du coup je me suis dit ah génial, quelqu'un comme moi, donc une musicienne, et je me suis dit que peut-être que ça allait se ressentir dans sa plume, et peut-être que si on parle de musique ça va être crédible, parce que pour moi c'est quand même assez important. Et je ne me suis pas trompée, vraiment, c'est magnifique. Donc la première scène, je vous préviens quand même, c'est le viol de notre héroïne, je dis ça avec un grand sourire, de notre héroïne Céleste. Donc Céleste en fait est une jeune domestique qui travaille dans une maison. Alors au début je pensais que ça se passait au Moyen-Âge, et puis non, j'ai bien compris assez vite quand même qu'on était au début du XXe siècle, fin 19e, début du XXe. Et en fait Céleste est donc la petite domestique qui va se faire violer par Anselme, qui va donc aller dans sa chambre de bonne et qui va voilà, se faire plaisir quoi, enfin horrible. Donc ça c'est première scène. On va suivre Victoire qui est donc la dame de la maison. On va se rendre compte assez vite que Victoire est en pleine désillusion de sa vie de couple, de sa vie tout court en fait, puisque elle a été mariée à cet homme Anselme qu'elle n'aimait pas spécialement, hein, puisqu'elle a été mariée presque de force. Et elle se rend compte que les nuits qu'elle passe avec lui, ça franchement, ça la fait plus souffrir qu'autre chose. Et il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle aimerait bien donner un héritier à son mari, sauf que il n'y arrive pas quoi, enfin ils n'y arrivent pas ensemble. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que moi en fait quand j'ai lu ce livre je ne connaissais absolument pas le résumé, je n'en savais pas grand chose. Derrière en fait ils ne disent rien hein, sur la quatrième de couverture dans cette édition, cette chouette édition chez Point. Et du coup en fait je vais pas vous raconter plus que la présentation des personnages parce que vraiment je vais pas vous en dire plus parce que j'aimais vraiment avoir cette surprise. Donc vraiment, moi, c'est une lecture que j'ai adorée. J'ai beaucoup aimé le personnage de Céleste, qui est extrêmement touchante. Euh, j'ai beaucoup aimé le personnage de Victoire, qui est un personnage très beau. J'ai beaucoup aimé les interrogations sur la situation de femme à l'époque, donc en tant que domestique et en tant que femme qui doit se marier, qui doit faire des enfants. La différence de ces deux conditions qui au final sont pareilles, hein, puisqu'il y en a juste une qui n'est pas déçue parce qu'elle sait très bien qu'elle va pas avoir forcément une vie hyper folichonne, et l'autre elle n'est que des illusions. Et donc on voit bien que la vie de femme à cette époque c'est vraiment pas top. Et donc franchement j'ai adoré l'écriture de Léonore de Recondo, la musique de son écriture. Il y a des passages, il y a des passages extrêmement sensuels. Je vous laisse vraiment découvrir ça y est, les passages, je viens d'inventer un mot. Des passages sublimes, extrêmement sensuels, que j'ai adoré. Vraiment, je peux pas développer, ça m'énerve. Vraiment, je vous le conseille vivement, c'est très 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 beau. Euh, voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimée, et j'ai ressenti dans les passages on parle un petit peu de musique, puisque Victoire en fait va jouer du piano à un moment de l'histoire, elle va commencer à jouer des heures et des heures. Et j'ai adoré le côté très réaliste de ces passages, le côté très touchant de ces passages, et c'était vraiment très fort ces passages-là, et on sentait du coup que l'autrice était musicienne, donc ça m'a beaucoup plu. Donc voilà pour Amour de Léonore de Recondo, et alors je vais passer à la suite. Le suivant, c'est le dernier que j'ai terminé en fait. Le dernier que j'ai terminé en fait, comme j'avais lu déjà 7 livres, 7 ou 8 livres, je sais plus, j'avais envie de terminer un livre que j'ai commencé dans le vlog précédent. Il s'agit de À la croisée des rêves d'Elise Owen. Je vous en ai déjà quand même pas mal parlé, surtout dans le vlog précédent. On est donc dans un univers de rêve, donc on a notre héroïne Isobel
qui est capable en fait de d'avoir des pouvoirs liés aux rêves. Donc dans ses rêves, elle sait vivre des expériences, elle sait rencontrer des, elle sait revivre des anciens rêves. Enfin voilà, il y a tout un univers autour du rêve que je vous laisse vraiment découvrir, qui est très difficile à résumer. Elle a la possibilité d'utiliser les rêves aussi dans la vie de tous les jours. Donc quand elle est éveillée, si quelqu'un l'embête, elle peut très bien faire apparaître par exemple une licorne ou que sais-je, et cette personne va avoir un choc et va peut-être s'enfuir. Enfin vous voyez, donc elle peut utiliser mais des éléments de rêve dans la réalité. Et en fait, on est vraiment sur un récit fantastique. On est aussi sur une petite enquête assez sympathique. On va vraiment suivre le quotidien de cette Isobel qui a perdu son papa il y a quelques années, qui n'a pas un super contact avec sa maman et sa sœur. Et surtout avec sa sœur, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est une personne que j'ai du mal à supporter dans le livre. La seule personne avec qui elle parle souvent, c'est son meilleur ami qui, Finnegan, je crois que c'est son prénom, qui est toujours là pour elle. On sent qu'il est hyper amoureux d'elle et donc il est un peu gnangnan, je vous l'avoue, ce personnage. C'est vraiment pas le personnage que j'ai préféré. Un jour, elle va commencer à avoir des rêves assez étranges. Elle va rencontrer un personnage féminin dans ses rêves et elle va se rendre compte que c'est lié à une réalité, donc à quelque chose de dramatique qui s'est passé dans une famille existante. Et donc, elle va se mener son enquête dans la vraie vie, mais aussi dans ses rêves. Donc, vraiment, on a une alternance de côté rêve et réalité. On a aussi de temps en temps, assez régulièrement en fait des fragments, donc en fait ce sont des rêves qu'elle fait ou des moments de sa vie. Ce sont des moments, à chaque fois on nous dit la date, donc ça se passe en 2019 et puis le fragment 2 là par exemple ça se passe en 2014 et donc il se passe telle ou telle chose. Donc c'est assez dynamique au niveau du récit puisqu'on alterne pas mal d'époques, même si c'est vrai qu'au début j'étais un peu perdue de tout le temps. Allez, on est en 2014, on revient en 2019. Alors là on est en 2007, moi j'arrivais plus trop à suivre. À la fin j'ai fini par m'habituer à ces changements d'époque, je comprenais assez vite en fait où on était. C'était surtout pour expliquer en fait le passé d'Isobel et certaines choses liées à l'enquête. J'ai vraiment bien aimé cette lecture. Il y a quelques petits bémols que j'ai un petit peu moins appréciés. Je vous l'ai dit déjà dans l'autre vlog, mais j'ai beaucoup aimé le fait que les rêves et la réalité soient très très bien mêlés. Ça arrive souvent que dans des romans fantastiques, dès qu'on va introduire l'élément fantastique, on me perd parce que on sort du réel et donc il faut vraiment qu'en fait ce soit extrêmement bien expliqué pour vraiment comprendre tout ce qui s'y passe. Ici, j'ai compris, alors au début j'avais un petit peu du mal bien sûr, mais j'ai fini par bien comprendre en fait cet univers du rêve et c'était bien ancré. Donc dès qu'elle se réveillait, elle était de nouveau dans le réel, on voyait sa petite vie de tous les jours, elle appelait son amie et puis de nouveau elle est dans les rêves et je trouvais que c'était bien fait parce que c'est vrai qu'il y a le danger quand on parle de rêve, c'est de se perdre et de ne plus savoir si on rêve ou si on vit la vraie vie. Et heureusement ici c'était bien délimité, les deux frontières, enfin il y avait vraiment une bonne frontière entre les deux. J'ai bien aimé qu'on développe assez le réel et que le fantastique ne vienne pas noyer toute l'histoire d'Isobel. J'ai bien aimé l'enquête aussi, c'était vraiment intéressant. Maintenant, ce sera une bonne lecture, j'ai passé un beau moment, mais j'ai eu un petit peu du mal avec le personnage de Finnegan, qui est un personnage qui est extrêmement mollasson, qui est tout le temps sur ses basques, et en fait ça s'écrit, ça se manifeste, c'est quelqu'un qui parle, qui hésite souvent quand il parle, et ça se manifeste dès qu'il parle en fait. La première lettre est répétée quoi. Donc non, ou pardon, il hésite toujours et ça le rend très mollasson et comme c'est écrit dedans, il est très lourd ce personnage, je le trouve. Enfin, il est lourd et en même temps mollasson, je trouve. Je trouve vraiment que ce personnage de Finnegan n'apporte pas énormément à l'histoire. Vraiment, je trouve que les autres personnages étaient vraiment intéressants, surtout Isobel, parce que c'est vraiment elle qu'on va suivre, puisqu'en plus c'est un personnage solitaire, donc les personnages secondaires sont pas hyper présents dans l'histoire, mais vraiment, je trouve que ce Finnegan n'était pas forcément nécessaire. Peut-être qu'il était là pour aussi une interaction et pour expliquer aussi certaines choses sur la vie privée de l'héroïne, mais
Vraiment, le fait qu'il soit tout le temps à l'écoute, qu'il soit tout le temps là, toujours comme un petit toutou comme ça. Et elle prenait jamais le temps de prendre des nouvelles de lui. Et c'était toujours elle. Ça m'a un peu saoulée, même si on est d'accord qu'on est dans un livre et c'est le personnage principal du récit. Donc en fait, on s'en fout un peu de la vie de ce Finnegan. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ça a été plutôt une bonne lecture, mais ce sera pas non plus ma lecture préférée que j'ai faite récemment en fantastique. Voilà, donc ça c'est tout pour les livres. Donc j'ai lu 8 livres en 7 jours et donc comme je vous l'ai dit, nous sommes lundi et j'ai envie de recommencer encore une semaine. Donc j'en suis accro à ce challenge, j'ai vraiment envie de continuer ma lecture, je suis vraiment bien dans ce que je lis. Je vais vous montrer ce que je lis actuellement. Le livre dans lequel je suis le plus loin, c'est ceci, qui est un livre qui sort assez prochainement dans la rentrée littéraire, mais il sera sorti à l'heure où vous voyez cette vidéo. C'est Pink Story de Kate Charlesworth, mon manuel LGBTQIA+, il n'y a pas le A sur le titre. Alors, c'est assez particulier comme récit, je suis à la page 75. On a une chronologie en fait. On va suivre l'histoire d'une jeune fille, d'une dame, mais qui nous raconte son enfance. Et on sait qu'elle est attirée par les femmes. Bon, voilà, elle est ouvertement lesbienne. Et on va nous parler de son enfance. Et en fait, son enfance est liée à chaque fois avec l'historique en fait de toutes les personnes, toutes les célébrités LGBTQIA+. Et donc on va un petit peu présenter, par exemple elle a, je ne sais pas moi, elle a 5 ans, on est dans les années 50, je sais pas si c'est à peu près ça, mais voilà. Et qu'est-ce qui se passe entre 1954 et 1959? On parle de Alan Turing qui se suicide, hein. C'est assez connu l'histoire d'Alan Turing avec le film Imitation Game. On revient sur donc notre héroïne qui nous raconte voilà, sa vie de tous les jours. On a vraiment l'évolution donc de ce personnage avec parallèlement par rapport à l'époque qu'on suit les célébrités ou alors l'évolution des lois LGBTQIA+, donc des lois qui sanctionnaient ou des lois par exemple, hein, vous savez la castration chimique, le fait, là, à un moment il parle d'une loi qu'il faut absolument dénoncer les personnes qui sont homosexuelles, s'il vous plaît. Oh mon dieu. Voilà, on parle d'une conférence. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne suis pas très loin et j'imagine qu'on va grandir avec cette héroïne et donc voir ce qui se passe de plus en plus près de notre époque. Et on est la plupart du temps en Angleterre ou aux États-Unis, je ne sais plus, mais en tout cas dans des pays anglo-saxons. Et je voulais vous montrer, puisque ce mois-ci, donc je l'ai acheté en juillet, mais il est arrivé ici en décembre. Non, nous sommes en août. Je sais pas ce que je fous en décembre. J'ai commandé au mois de juillet pour le mois d'août pour vous parler du créateur du mois, la box de Steph de Piketty. J'avais déjà commandé plusieurs fois sur sa boutique et j'avais vraiment envie de commander une de ses box parce que c'était la box Cozy Mystery. Alors je lis pas vraiment de Cozy Mystery, mais j'aimais bien l'ambiance parce que je savais qu'elle allait mettre des choses en rapport avec le policier, en rapport avec le fait d'être cosy. J'ai beaucoup aimé tous les produits qu'elle a mis dans la box. En principe, je vous ai mis un petit extrait où je vous le mets maintenant. Et donc voilà, vous avez vu les produits qu'il y avait dans la box et celui que je préfère vraiment, c'est la pochette à livres que j'utilise presque tous les jours, qui est avec Sherlock. Et le petit point, c'est quand même ceci qui est une pipe. Vous savez, la pipe de Sherlock, quoi. Je trouve ça trop
trop chouette, j'adore le détail. Donc chapeau, j'aime beaucoup cette box. Et donc bah voilà, c'était ma créatrice du mois chez qui j'avais envie de commander. J'aime beaucoup aussi le sous-verre que vous avez vu. Alors c'est une sous-tasse, moi j'utilise en fait, c'est plus grand que celle que j'ai proposée sur ma boutique à l'époque. Elles sont bien grandes en fait et du coup elles peuvent servir pour une théière. Moi j'utilise pour mes théières. J'aime beaucoup avec un petit chat. Il y avait une bougie aussi que j'aime bien. Le marque-page est très chouette parce qu'il est en relief. Mais vraiment mon coup de cœur va quand même pour ceci et peut-être aussi pour le petit... le filtraté aussi qui était pas mal du tout. Enfin bref, voilà pour le créateur du mois. Et du coup bah pour le mois de septembre, je ne sais pas encore, mais c'est le mois de mon anniversaire parce que début septembre j'aurai 31 ans et donc c'est possible que je demande aussi des choses à des gens, enfin à des gens, je sais, des gens de ma famille qui veulent m'offrir un cadeau. C'est possible que je leur demande des créations de créateurs et que moi je craque sur une ou deux choses. Donc peut-être potentiellement en septembre il y aura plus de choses, surtout que j'ai fouillé Etsy au niveau de l'automne. Enfin tout ce qui est création Etsy avec l'automne, c'est vraiment ma passion. Donc voilà, j'ai déjà craqué visuellement sur plusieurs choses. Donc je pense que je vais en septembre craquer sur des trucs d'automne. Voilà. Plus les jours. Donc on est la deuxième semaine de challenge, on va doucement terminer cette deuxième semaine de challenge et donc je viens un petit peu vous parler de mes lectures. Pour le moment je suis presque ok, donc c'est à dire qu'il me reste 4 livres à lire et j'ai encore donc vendredi, samedi, dimanche pour lire, donc j'ai potentiellement donc 3 jours pour lire 4 livres, ce qui est tout à fait faisable puisque j'avais prévu ce week-end d'en lire plusieurs. Et donc je vais un petit peu vous parler de ce que j'ai lu, de certaines choses, de petits achats. Je pense que je vous ai parlé de ma lecture de Amour de Léonore de Ricondo. Je pense que je vous ai parlé de À la croisée des rêves, qui était donc ma 8e lecture. Entre temps j'ai fait une lecture graphique qui ne compte pas du coup dans mon challenge, mais j'ai tout à fait le droit de lire des graphiques. J'ai lu Le Syndrome E en BD, donc d'après le roman de Franck Tillier, adapté par Runeberg et Braille. C'est chez Phileas édition, que je ne connais pas du tout, et comment vous dire que je n'ai pas du tout aimé en fait ce livre. Bon, il y a quand même une bonne intrigue, puisque c'est quand même l'intrigue de Franck Tillier, mais il n'y a rien à faire, je n'ai accroché ni au dessin, ni à l'histoire. Alors au début j'étais bien dedans, et puis en fait je me suis éloignée parce que je me suis rendu compte qu'on allait 10 fois trop vite. Alors bien sûr c'est une BD, mais... surtout au niveau des personnages en fait, j'aurais préféré qu'on coupe le syndrome E en 2 voire en 3 plutôt que de faire une BD aussi rapide dans laquelle on n'a pas vraiment le temps de comprendre tout ce qui se passe, ça va beaucoup trop vite et en plus les relations entre les personnages sont extrêmement clichés, alors que c'est peut-être le cas dans le syndrome E mais on prend quand même un petit peu plus de temps. C'est vrai que moi le syndrome E, je l'ai mis au rang de... Enfin, il est très haut dans ma liste des livres préférés parce que quand je l'ai lu, je l'avais adoré. Et maintenant, il y a des années que je l'ai lu et peut-être que maintenant, je me rends compte qu'avec quelques années de plus, peut-être avec aussi un bagage de lecture de plus, peut-être que j'aurais moins aimé Franck Tillier, le syndrome E surtout,
maintenant, à l'instant T. Donc voilà, peut-être que je l'ai aussi un petit peu porté au nu, parce que c'est vrai, quand on parle tout le temps d'un livre, des années après, ben, en fait, on a encore... j'ai l'impression qu'on surévalue un petit peu l'impression qu'on a eue du roman. Il y a un côté sacralisation d'un livre qu'on a adoré, qui des années plus tard devient le meilleur livre, alors que on a peut-être oublié les petits défauts qu'on avait peut-être déjà trouvés à l'époque. Et je me dis qu'à l'heure actuelle, si je lisais Le Syndrome, je suis pas sûre d'aimer autant. Euh, voilà, donc je me souviens, oui, l'intrigue était vraiment très bien, et comme j'avais un petit peu oublié, ça a été agréable de le lire en BD, mais malheureusement, je trouve que ça va 10 fois trop vite. Bien sûr, c'est une BD, mais soit 100 pages de plus, soit coupé en plusieurs tomes, tant pis, mais enfin, Franck et Lucie, ils se regardent une seconde et ils veulent pécho. Enfin, c'est pas possible. Enfin, ça va trop vite. Il n'y a pas de développement de sentiments ni quoi que ce soit. On n'a pas. Je me souviens qu'à un moment, Charcot se retrouve en Algérie. Il me semblait que c'était. Je sais plus si c'était en Algérie, je sais plus où il allait, mais oui, c'est ça. Il allait en Algérie. Et je me souviens qu'il partait. Et je me souviens que c'était quand même assez loin dans le roman. Et en fait, ici, tout d'un coup, je vois au tout début, lui, mais il est déjà là. Enfin. Ok. Donc oui, je suis un petit peu déçue, même. Je ne sais pas, ma voix s'envoie, c'est l'émotion, je ne sais pas. Mais ouais, vraiment déçue de cette adaptation. Je trouve qu'il y a même des choses qui deviennent même clichés en allant si vite. Bah, comme je vous l'ai dit, le contact entre Lucie et Charcot, ça devient vraiment hyper cliché et pas fusionnel comme j'avais pu le lire à l'époque. D'ailleurs, il n'y a même pas de tête de sexe, je suis déçue. Voilà, sinon j'ai lu 2 livres. Alors j'ai pas choisi les plus courts, c'est vrai que pour cette deuxième semaine de challenge, j'aurais pu choisir des livres un petit peu plus courts. J'ai choisi Jeune fille modèle de Grace Lee, que j'ai lu et que j'ai vraiment bien aimé. Il s'agit de l'histoire de Chi Chi, qui est une jeune chinoise dont la mère travaille dans un restaurant. Et on voit un petit peu comment elle est éduquée par sa mère, qui veut absolument qu'elle fasse de bonnes études, qu'elle travaille bien à l'école, sa mère qui s'est beaucoup sacrifiée pour que sa fille soit heureuse et qu'elle fasse un métier, qu'elle travaille, qu'elle soit avocate, ou enfin voilà, un métier, donc le métier que sa mère veut qu'elle fasse. Et donc Chichi, on parle un petit peu de sa vie tous les jours, et on parle, donc c'est une jeune fille, hein, une adolescente qui va à l'école, et on parle beaucoup du racisme ordinaire. Je sais pas pourquoi j'ai hésité aussi longtemps. On parle énormément du racisme ordinaire. On devrait même pas mettre ordinaire, hein, mais enfin du racisme assez constant de la vie de tous les jours de Chichi. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour. Grace Lee a mis beaucoup d'elle-même, j'ai l'impression, dans ce livre. Ça sent le vécu. Il y a beaucoup de choses qui semblent vécues. J'ai trouvé ça très pertinent, la manière dont c'est écrit. Il y a un côté très léger, un humour, beaucoup de second degré, qui vient un petit peu donner du piquant à cette lecture, qui dénonce quand même beaucoup de choses du quotidien, des petites phrases, vous savez, de la vie de tous les jours. Ah oui, toi tu es chinoise, donc j'imagine. Alors, vous voyez, elle est pas bonne en maths, on lui dit tiens, c'est bizarre, pourtant quoi. Pourtant, enfin, vous voyez ce genre de remarque qu'elle peut avoir. Pourtant, t'es chinoise, tu devrais être bonne en maths. Bah non, en fait. Enfin, bref. Tout ce genre de racisme continue. Et on va en apprendre beaucoup plus sur la vie de sa famille. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre sur l'histoire de sa famille. J'ai juste regretté qu'on n'en parle pas un petit peu plus, parce que on commence à en parler à partir de 2 tiers du roman. On commence à expliquer certaines choses sur le passé de la famille de Chichi, puisqu'elle connaît, enfin, elle connaît très peu d'informations sur l'histoire de son père, sur l'histoire de sa famille. Elle sait très peu de choses sur sa mère. Elle commence à apprendre des choses, et je trouve juste qu'on en J'aurais aimé que ce soit encore plus développé, parce que c'était vraiment des sujets extrêmement importants dont on parle, et j'aurais aimé que ce soit encore plus long, qu'on nous explique encore plus. Mais sinon, franchement, c'était une très chouette lecture, un très chouette livre. J'ai beaucoup aimé la fin également. Et ensuite, j'ai lu, quand je vous dis que j'ai pas pris les plus courts, bah en fait j'ai pris un iconoclaste de Kérosène de Aline de Dionnet. Les iconoclastes sont des livres qui se lisent quand même assez vite, puisque vous voyez au niveau du format, c'est quand même, enfin, il y a une énorme marge de chaque côté, et c'est quand même hyper
voilà, ça se lit facilement, donc je m'étais dit j'allais lire que des livres de moins de 200 pages, de 190 pages, un truc comme ça. Ici, il fait 260 pages, mais c'est l'iconoclaste, donc ça se lit quand même assez vite. Alors ici, on est dans un récit extrêmement noir, extrêmement sordide. On va suivre différents personnages qui passent tous à un moment ou à un autre dans une station-service. Donc au début, on a l'introduction, on est dans la station-service, on voit quelques personnages et on sait qu'on va revoir ces personnages. Et en effet, on nous raconte l'histoire de Chelly, on nous raconte l'histoire de Alika, on nous raconte l'histoire de qui de Olivier, enfin voilà, de pas mal de personnes. Alors, on a vraiment des profils de personnages complètement siphonnés. Hein. Ils sont tous un sérieux problème. Alors, il y en a qui sont... voilà, qui ont des histoires presque normales, mais enfin voilà, on a Chelly qui est... ouais, non, en fait, je peux pas vous raconter l'histoire de Chelly parce que je m'y attendais pas du tout et c'était assez fou. Voilà, c'est la première histoire qu'on va suivre, l'histoire de Victoire. Alors elle, c'est vraiment le pompon, je crois, du plus dégueu. Alors Victoire, on va la suivre 2 fois, puisque Victoire, c'est une jeune femme qui ne boit que du lait, bah déjà, il y a un vrai problème avec ce personnage, parce qu'elle ne supporte pas l'eau, et elle a une phobie énorme des dauphins et du coup un jour elle va apprendre qu'il va y avoir un massacre de dauphins et elle veut absolument y participer, donc c'est horrible, hein, un personnage épouvantable, mais à un moment, enfin mais, non il n'y a pas de mais, à un moment elle dit qu'elle sait qu'elle fait beaucoup de cauchemars et elle sait que cette phobie des dauphins vient de quelque part et on doit attendre quelques chapitres plus tard pour qu'on retrouve Victoire et qu'on voit ce qui s'est vraiment passé, pourquoi elle a cette phobie des dauphins. Je peux vous dire que l'histoire de Victoire, c'est bien la plus perchée, c'est bien dégueulasse. On a le personnage de Loïc aussi qu'on rencontre juste après Victoire, donc vraiment on a du haut niveau de personnage chelou, puisque Loïc c'est un gars hyper machiste qui considère les femmes comme un bout de viande, hein, et son sport préféré c'est la drague, donc il est sur des forums internet, des forums de drague et tout, il explique qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour lui, et il va rencontrer une fille près de la station-service. Voilà. On va rencontrer d'autres protagonistes, le personnage d'Alika, qui est peut-être le personnage le plus touchant de tous ces, de tous ces protagonistes. Le personnage de Sébastien, ah oui, c'était très étrange aussi cette histoire-là. Voilà, on a l'histoire d'Olivier, c'était quoi encore? Ah oui, lui aussi, il est un peu starbé. Alors l'histoire qui m'a, je pense, le plus marqué, en plus de celle de Victoire et des dauphins, c'est l'histoire de Julie, une fille qui est en couple, et alors on explique la manière dont elle s'est mise en couple. Elle a d'abord rencontré les parents qui sont complètement tarés. Voilà, complètement tarés. Et j'ai bien aimé cette histoire, franchement, elle était tellement loufoque, tellement noire que j'ai beaucoup aimé. Et alors à un moment, on a quand même le point de vue de Red Apple, qui est un cheval en fait, qui est présent sur la station-service. Enfin voilà, c'est très particulier, hein. Alors moi j'ai bien aimé cette lecture, alors c'est très noir, c'est très sordide, il y a beaucoup d'idées noires, de sexe aussi, de passages assez crus, voilà, c'est assez provocateur je trouve. Mais il n'y a rien à faire, je trouve que c'est quand même assez varié au niveau des récits. On ne sait pas ce qu'on va retrouver, voilà, il y a des surprises à chaque chapitre. Je pense vraiment que ça peut pas convenir à tout le monde parce qu'il y a vraiment des passages bien dégueux. Il y a un moment, on parle d'un gars qui travaille dans un abattoir et c'est un chapitre très perturbant, je trouve. Vraiment, enfin, il y a vraiment de tout dans ce récit. C'est comme des petites nouvelles, mais on sent qu'il y a certains qui ont des liens les uns avec les autres, et puis il y a l'histoire de cette station-service dans laquelle ils se retrouvent tous au début. Donc de temps en temps, moi je revenais en avant au premier chapitre pour retrouver, ok, quel personnage fait quoi à ce moment-là. Enfin voilà, franchement, j'ai bien aimé cette lecture, c'est très cru, c'est crade. J'aurais même voulu en fait en savoir plus sur certains personnages dans certains chapitres. Parfois j'étais un peu frustrée de quitter un personnage alors qu'on a déjà beaucoup de noirceur. Mais vraiment j'ai bien apprécié cette lecture, mais je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que c'est un petit peu provocateur je trouve, un petit peu beaucoup. Et c'est vrai que dans la vraie vie on avait quand même ce côté, ce fil conducteur, une histoire... vraiment bon, très noire, mais
quand même une histoire qui peut plaire à plus de monde. Ici, il y a le côté un petit peu décousu de suivre des personnages très différents. Il y a un petit côté les loups à leur porte de Jérémy Fell, alors de loin, hein, mais c'est pour la narration, pour la structure, puisqu'on a aussi différents protagonistes qu'on va rencontrer, donc chaque chapitre est un personnage différent, il y a ce côté-là, mais il n'y a rien à faire, moi franchement j'ai bien aimé, c'est complètement déjanté, c'est starbé, mais j'ai vraiment bien aimé. Voilà. Donc ça c'est pour les lectures. Alors j'ai commencé un livre et alors il y a un livre que je vais continuer. Donc je vais continuer La salle de bal que j'avais commencé il y a X temps. Je l'avais pas repris parce que c'est un livre assez gros et du coup ça ne rentrait pas trop dans mon challenge. Mais je pense que je vais un petit peu le continuer dimanche. Donc là je vous en parlerai. Et aussi j'ai commencé un livre aussi qui n'est pas du tout, qui rentre pas du tout dans le challenge. C'est Le secret du mari de Liane Moriarty. Je sais qu'à l'époque c'est Laura qui m'avait dit lis ce Liane Moriarty, il est trop bien. Et puis je l'avais sorti et en fait dernièrement j'ai vu la vidéo de Margot Liseuse qui en a parlé et en fait elle a refait le résumé du livre et en fait ce résumé je me suis dit oh j'ai bien envie de lire ça. Vous savez cette femme qui découvre dans son grenier que son mari lui a laissé une lettre pour quand il sera mort, donc à n'ouvrir qu'après ma mort, et donc il y a cette confrontation voilà, est-ce que je dois l'ouvrir ou pas. J'ai un petit peu commencé parce que j'étais très intriguée par cette histoire, même s'il rentre pas trop dans mon challenge. Je pense que je vais vraiment le continuer quand j'aurai validé mon challenge ici en décembre, j'allais dire. Non, dimanche. Je sais pas ce que j'ai avec le mois de décembre. Je suis obsédée un petit peu par Noël. Voilà, en fait, j'ai commencé. Je suis à la page 38. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dans cette lettre, honnêtement, hein, parce qu'à la page 38, on sait toujours pas. J'ai un peu du mal avec les personnages. Alors moi, j'avais lu de Liane Moriarty, Petit secret, grand mensonge, qui avait été un gros coup de cœur il y a quelques années. Il y a 4-5 ans, quand je l'avais lu, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce livre parce que j'avais trouvé très intéressante la psychologie des personnages, j'avais adoré l'histoire et j'avais adoré le cliffhanger, enfin les révolutions, oh là là. Les révélations finales, enfin ce genre de choses, j'avais beaucoup aimé. Et en fait ici, je trouve quand même que ce personnage principal, j'ai un peu du mal à l'apprécier, le personnage de Cecilia, qui est maman de 3 jeunes filles et... j'ai un peu du mal avec ce personnage, avec la manière dont elle parle de ses filles, c'est bizarre, ma fille s'intéresse à des choses pas normales, elle s'intéresse aux dinosaures, ben laisse-la s'occuper des dinosaures, enfin voilà, il y a un côté un peu cliché en fait de ce personnage, voilà, un personnage un peu bien pensant comme ça, qui m'agace un petit peu, certaines choses qu'elle dit, qu'elle fait, qui m'énervent un petit peu, genre elle est la reine des vendeuses Tupperware ou je sais pas quoi, très cliché américain. Alors ici c'est australien, mais enfin, voilà, ça se passe en Australie et tout, mais il y a un côté voilà, très cliché des américaines un peu à la Desperate Housewives, où elles doivent être la meilleure maman au monde, sinon ça ne va pas. Voilà, mais donc je sais pas si je vais continuer tout de suite. Là, donc je n'ai plus de livres en cours, enfin à part celui-là, mais pour le challenge. Et donc je vais en profiter pour vous montrer les livres que j'ai achetés parce que j'étais chez Filigrane. Ce qui n'était pas du tout prévu, hein, mais si en fait, non je dis n'importe quoi, j'avais prévu d'y aller une fois pour la rentrée littéraire et donc j'ai craqué sur quelques livres de la rentrée littéraire. En fait plus précisément j'ai craqué sur 2 livres de la rentrée littéraire. Je dois encore en recevoir en service presse qui doivent arriver, voilà, je dois encore en recevoir. Mais il y en a 2 que je voulais vraiment acheter. J'ai voulu acheter des poches. J'ai acheté donc un livre qui vient de sortir le 19 août. Il s'agit du Secret de la joie de Alice Walker, qui est l'autrice de La couleur pourpre. Et en fait, je pense qu'on va suivre un personnage qu'on avait rencontré dans La couleur pourpre. Alors moi, La couleur pourpre, c'est un de mes livres préférés. J'ai adoré cette lecture. Et je suis ravie de découvrir ce nouveau livre. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Voilà, j'ai pris un grand format de la rentrée littéraire. J'ai pris Mexican Gothic. J'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je le vois sur le live de Dorian, Mister Cabric. Alors Mister Cabric, je vous le dis entre parenthèses, a organisé un live rentrée littéraire. Il a invité quelques personnes, notamment Sèvres, Céline, voilà, certaines personnes qui viennent parler de la rentrée littéraire, et donc je pense qu'ils vont faire ça chaque mois, parler des futures sorties. Et j'ai adoré ce live. J'ai d'ailleurs eu d'énormes fous rires et c'était vraiment hyper intéressant parce que c'était en plus classé par date de sortie, et en fait je ne savais pas que ce livre sortait et qu'il allait m'intéresser à ce point. Donc
mexicain gothique publié chez Brajlon. C'est un livre, ils disent que c'est un peu un mélange entre les sœurs Brontë, Lovecraft et il me semble qu'ils avaient parlé encore d'une autre histoire, mais en tout cas un côté très gothique, mais c'est dans le titre, et un peu glauque et très noir, un livre d'ambiance, et je vous avoue que j'ai été très tentée. Et donc voilà mon achat grand format de la rentrée littéraire. Je vais peut-être craquer sur d'autres trucs en septembre, mais là c'est tout pour les grands formats. Et en fait j'ai craqué sur d'autres choses puisque j'avais prévu de m'acheter et de nous acheter, puisqu'on est plusieurs à le lire chez moi, on est deux à le lire chez moi. C'est Parasite de qui, de Hitoshi Iwaki, c'est le tome 2. Je vais pas le lire tout de suite parce que je vais d'abord le prêter à mon compagnon qui s'en va quelques jours là et je crois que ça lui fera plaisir. Et je le lirai à son retour, mais j'ai très très hâte, ça a l'air tout aussi glauque que le premier, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai parfois envie de découvrir certains auteurs et quoi de mieux, grâce à ce challenge j'ai découvert que c'était quand même super chouette de découvrir notamment Irène Nemirovsky ou comment elle s'appelle encore, Charlotte Gilliam Perkins là, Charlotte Perkins Gilliman, de découvrir des auteurs avec des récits très très courts parce que je trouve que ça permet de savoir si on va apprécier ou non le style. Bien sûr, une nouvelle ou un très court roman ne sera pas forcément écrit de la même manière qu'un énorme roman, mais si on déteste la nouvelle, je pense pas qu'on va aimer le roman, vous voyez ce que je veux dire au niveau du style. Et donc je me suis dit que j'allais découvrir certains auteurs grâce à des très courts livres, et donc je me suis procuré un livre de Mishima, donc Yukio Mishima. J'ai eu envie d'acheter Dodoji, il y en a plusieurs qui me tentaient, mais j'ai pris celui-là, il me tente vraiment. Ils disent qu'il explore toutes les facettes d'un Japon mythique entre légendes et traditions. Écoutez, ça a l'air vraiment très particulier de découvrir, enfin voilà, j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur depuis un moment, et donc ça va me permettre de le faire avec un récit assez court et donc de me dire si j'aime bien ou pas. Ensuite, et pour terminer, oui, on est déjà, c'était petit craquage de fifauché. J'ai eu envie de découvrir l'auteur Hidogawa Rampo, puisque sur la chaîne de Margorito, elle en avait parlé, et moi j'ai toujours friande de découvrir des nouveautés, et quand on me parle d'un roman policier, quand on me parle d'une histoire policière complètement déjantée, un peu fantastique, un peu horrifique, onirique et chelou, moi je dis oui tout de suite. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie de découvrir cet auteur. Je crois qu'elle avait présenté Carnet rouge ou Cahier rouge, je sais plus le titre, qu'il n'y avait pas donc chez Filigrane, mais chez Filigrane ils avaient un petit recueil avec des livres de l'auteur, et je me suis dit ouais mais il coûte 18 € et moi si j'aime pas, qu'est-ce que je vais faire avec ce recueil, même s'il est magnifique, je l'aurais vraiment bien... Vous savez, non, c'est un petit coffret avec 3 petits livres. J'aurais vraiment voulu craquer, mais je me suis dit, Isabelle, réfléchis, si tu n'aimes pas, tu as payé 18 €. Et donc, j'ai décidé d'acheter plutôt un recueil de nouvelles qui est assez petit, assez court. Hein. Ici, c'est Un amour inhumain. Il y a 6 nouvelles à l'intérieur, des nouvelles un peu morbides. Je pense que je vais le lire lors de mon challenge. Hein. Je pense que ça va faire partie de mon challenge. Et j'ai quand même craqué aussi sur un roman... Voilà, le Lézard Noir, j'ai quand même craqué sur aussi un roman parce que c'est une enquête policière, donc c'est très différent. Ça me tente beaucoup, ça a l'air complètement déjanté, et donc je le mets dans ma petite pile à lire du moment, puisque je lis que des livres courts, et là je ne sais pas quoi lire, et c'est le gros pas stress, hein, on va pas s'énerver non plus. Mais je vais donc chercher un livre à lire, et là je vais partir avec Laetitia. On va aller chez Pêle-Mêle, ce qui n'est pas du tout malin hein, quand je dois faire attention à mes achats. Me voilà, ça va être super chouette, et d'ailleurs je vais regarder s'ils ont pas quelques sorties de la rentrée littéraire déjà en seconde main, notamment le fameux livre mexicain là qui me tente beaucoup. Salut, on se retrouve avec une lumière absolument divine. Voilà, j'ai décidé de vous reprendre en fait ce soir parce que j'avais pas envie d'attendre demain matin, puisque j'ai envie de ranger les livres en fait. C'est vrai qu'à chaque fois que je veux vous parler de livres sur les vlogs, je les laisse quelque part, je les laisse traîner, et je préfère vous parler des livres pour pouvoir les ranger au fur et à mesure. Donc oui, des livres, puisque nous sommes allés chez Pêle-Mêle. J'ai ramené quelques petites choses. J'ai fait... Enfin, j'ai vraiment trouvé des trucs que je cherchais depuis longtemps. Enfin, vraiment, je suis super contente. Puis je vous parlerai de ma lecture en cours. Dans les recherches que j'ai faites, j'étais toujours dans la perspective de regarder des titres pas très longs qui me font découvrir des auteurs, ou qui me font
Voilà, lire des tout petits récits, je sais pas ce que j'ai en ce moment, en plus du challenge, hein, parce que je sais que j'ai une cinquantaine de livres très très courts à lire, je sais qu'il me reste 2 jours de challenge, hein, mais il y a beaucoup de moments dans l'année où j'aime bien lire des petites choses, aussi quand je prends le train, etc. J'aime bien voyager léger, ce genre de choses qui me plaisent bien. J'avais lu Le bal d'Irène Nemirovsky et hier chez Filigrane j'étais tombée sur plusieurs titres d'Irène Nemirovsky. Comme c'était quand même du neuf, j'ai dû faire des choix et ici en seconde main à 2 € j'ai trouvé un des livres que j'avais vu hier chez Filigrane, donc Les Mouches d'automne, qui est une petite nouvelle qui raconte l'histoire de Tatiana qui travaille pour des gens, les Karines. On va parler donc de la révolution russe. Et pendant la révolution russe, ils vont être chassés de leur domaine et elle va les suivre jusqu'à Paris. Alors on sait que Irène Nemirovsky a connu cette révolution russe et qu'elle est décédée, je pense qu'elle a été déportée au ghetto de Varsovie, me semble, je sais plus où elle est décédée, mais en tout cas elle est morte très très jeune. Et c'est vraiment c'est vraiment une autrice qui m'intéresse beaucoup, donc je suis très contente d'avoir un autre de ses livres. Je vais essayer de le mettre dans mon challenge du week-end, mais enfin de la semaine, mais on est bien d'accord que je dis ça pour chaque livre, donc on va se calmer. Ensuite, j'ai pris un livre de Nancy Houston qui était dans ma wishlist. Bah voilà, j'ai une wishlist sur Livre Addict et j'avais un petit peu regardé avant d'y aller et je suis tombée sur Prodige de Nancy Houston qui va parler de musique notamment, puisqu'on va parler d'une petite fille qui est passionnée par le piano et qui est pianiste prodige. Voilà, donc je sais pas trop. Il y a un autre livre, c'est sur les variations Goldberg de Bach. J'ai pris un Carol Fives que je n'ai pas non plus. Bah oui, si je l'ai pris, c'est que je ne l'ai pas. Donc Carol Fives, c'est une femme au téléphone. C'est une dame qui va... ça a l'air un peu toxique comme j'aime. C'est une dame qui va appeler tout le temps sa fille, une dame de 60 ans qui va tout le temps appeler sa fille. On dit que c'est une mère touchante et toxique à la fois. C'est un des genres de récits que j'aime bien lire. J'espère que ce sera bien fait. En tout cas, moi j'avais adoré son livre Tenir jusqu'à l'aube. Donc on va voir si c'est tout aussi bien. C'est donc de nouveau un tout petit récit. Et alors, je suis tombée sur un livre, je suis trop contente. Je suis tombée sur un livre que j'avais vu hier, de nouveau chez Filigrane, et j'avais hésité à l'acheter. Mais de nouveau, c'était du 9 à 13,70. Je crois que j'avais vu en poche à quoi 8-9 €, mais toujours, j'hésite toujours, hein. Et donc, c'est un livre de Meiko Kawakami, c'est japonais, ça s'appelle Saint et eux. Et en fait, on va parler d'une dame, c'est aussi un livre très court, hein. On va parler d'une dame qui veut se faire refaire les seins et elle est en guerre continuelle avec sa fille à ce sujet. Donc sa fille lui dit mais tu vas pas faire tes seins, qu'est-ce que c'est que ce truc. Et elles vont aller chez la tante, donc chez la sœur de la dame qui veut refaire ses seins. Et visiblement elles vont saouler la tante avec tout ça, mais ça a l'air vraiment drôle. Alors il y a le livre Bleu de Delphes, alors celui-là je n'en ai pas entendu parler, enfin je l'ai vu pas mal passer mais j'en ai pas vraiment entendu parler. C'est un livre de Simone van der Vlugt. Je crois que ça doit être traduit du néerlandais Pays-Bas par Guillaume de Neuvebourg. Et c'est un livre qui va nous parler d'une dame. C'est à l'époque de Vermeer. Donc si vous avez lu La jeune fille à la perle, donc La fille au turban, je sais plus. La fille au turban, c'est le nom de la peinture de Vermeer. Et oui, La jeune fille à la perle, c'est le livre de Tracy Chevalier. C'est à peu près dans la même époque, puisqu'on va suivre une jeune femme, Catherine, qui va s'installer à la capitale, donc à Amsterdam. Elle est engagée comme intendante dans une famille, et c'est la famille... Elle va faire la rencontre de Rembrandt, parce qu'en Belgique on dit Rembrandt, c'est pas Rembrandt. Et elle est engagée et formée par un ami de Vermeer. Donc on va rencontrer Vermeer, j'imagine, dans l'histoire. Et en fait, elle va être... il y aura une histoire avec ce personnage de Catherine parce qu'elle va mettre au point une couleur hyper connue qui s'appelle le bleu de Delft. Et j'imagine qu'on va vouloir s'approprier son travail ou sa trouvaille, j'en sais rien. C'est, je pense, le bleu qui est utilisé ici. Hein, c'est super beau. Voilà, ça a l'air magnifique, ça me tente beaucoup. Et en plus, c'est écrit par quelqu'un qui vient vraiment des Pays-Bas, pour le coup, donc qui connaît l'atmosphère, même si ce n'est pas au XVIIe siècle, elle n'a pas écrit au XVIIe siècle, mais bien au XXIe siècle, mais
quand même, j'aime bien. Et la petite victoire de ces trouvailles, enfin, déjà franchement je suis ravie des trouvailles, j'ai presque rien payé, j'ai payé quoi 1,50 €, 12 € par livre, donc j'ai payé un petit peu plus de 10 euros. Je suis vraiment contente, vraiment des choses qui me tentent beaucoup. La trouvaille, c'est vraiment un livre que je cherche depuis super longtemps, j'arrive plus à le retrouver dans l'édition dans laquelle je le cherche. C'est vraiment très dur de le trouver. J'ai une wishlist Amazon sur laquelle je mets des livres que j'ai très envie. J'ai ma wishlist Livre Addict qui contient presque, je sais plus combien de livres, mais vraiment beaucoup. Il y a des livres qui sont dans ma wishlist depuis 2014 quoi. Mais sur Amazon, j'ai une wishlist de livres qui est plus des livres prioritaires, donc des livres que je cherche, que je ne trouve pas, ou des livres qui vont sortir, qui m'intéressent, ou des livres que je compte acheter en librairie par exemple. Et il y a notamment quelques livres, notamment le Wilkie Collins là, qui m'intéresse beaucoup. Il y a pas Séquestré, mais L'Obsédé aussi, un livre qui me tente beaucoup, mais que je n'arrive pas à trouver en magasin. Et celui-ci, qui est un livre qui n'est plus édité, qu'on ne trouve plus, ou en tout cas pas dans cette belle édition. J'ai vu sur Momox qu'il l'avait, mais je ne sais pas dans quelle édition, je ne sais pas dans quel état je vais le trouver. Et là, je l'ai vu, je suis tombée dessus, je l'ai pris. C'est pas exactement, alors c'est la même édition, mais c'est en version grand format, alors que je voulais format poche, mais c'est pas grave. Je suis super heureuse de l'avoir trouvé. C'est Poussière de Rosamund Lehmann. Je suis vraiment, vraiment ravie. Il y a une préface de Jonathan Coe, donc ça se passe en 1900. Donc ça a été écrit en 1927, en tout cas ça a été découvert en 1927. C'est un roman dont l'adolescence blessée. Ça a été un grand succès à l'époque. Ils ne font pas de résumé ici. Voilà, et je vais clôturer avec cette lumière atroce, hein, on est bien d'accord. Je vais essayer de vous montrer un peu plus longtemps les livres à la caméra, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a encore fait la remarque que je les montre pas longtemps. En général, je les mets en barre d'infos, mais bon, c'est vrai que les livres que j'achète, je pense pas toujours à les écrire. Je suis en train de lire Deux sœurs de David Founkinos. C'est le livre que j'ai sélectionné ce matin avant de partir, mais en fait, j'ai lu 3-4 pages, donc je vais peut-être le mettre de côté pour lire Poussière d'homme, puisque aujourd'hui sur le live de Sève, il y a Lionel qui est venu parler. Lionel, c'est un libraire de France qui est venu parler de ses gros coups de cœur et il nous a tous hypés de fou en nous parlant de son coup de cœur de toujours qui est Poussière d'homme. Et comme il est très très court, il rentre dans mon challenge. Et Floris et moi, je pense qu'on le lit à peu près en même temps. Et il l'a commencé ce soir, il l'a pris en e-book, moi aussi du coup. Et je crois qu'on va le lire en même temps pour une plus ou moins une lecture commune. Mais on a été tellement tentés par la chronique de Lionel. Enfin, je vous conseille d'aller voir le live de Sèvres qui est toujours disponible sur sa chaîne. Bref, j'ai très envie de lire ça aussi, donc je pense que j'ai vraiment le choix. Écoutez, je vais vous laisser là avec cette lumière de merde de nouveau et je vous retrouverai demain peut-être si j'ai lu des choses. J'ai pas l'intention d'aller en librairie avant le mois de septembre, en même temps vous allez me dire heureusement puisqu'on est le 20 août. Salut! Je vous retrouve, on est dimanche. Alors comme à chaque fois que je vous prends le dimanche en général, la plupart du temps je montre pas mon visage parce que je suis en mode cocooning, pyjama, tout ça, donc j'ai pas forcément envie de montrer ma tronche. Je viens quand même, j'avais envie de vous parler, je vais pas attendre demain pour vous parler de l'avancée de mes lectures. Donc nous sommes donc dimanche, donc pour le coup c'est super important puisque c'est le dernier jour du challenge. J'étais censée lire 14 livres en 14 jours et j'en ai lu 12. Voilà, j'en ai encore 2 à lire et je pense que c'est tout à fait faisable. Donc je vais un petit peu vous parler de ce que j'ai lu. J'ai lu Deux sœurs de David Founkinos qui faisait partie des livres que j'avais envie de lire. Voilà, je m'étais fait une grosse pile à lire avec une vingtaine de livres et celui-là était dedans, ça faisait longtemps que je l'avais acheté. Alors on va suivre... Oui, en fait, le résumé, je vais quand même vous préciser, le résumé qu'il y a derrière le livre sur la quatrième, donc je trouve qu'il est... il raconte déjà des trucs qui se passent dans la deuxième moitié du roman, puisqu'en fait le roman est coupé en 2 parties, et ça m'énerve un petit peu en fait, parce que quand j'ai commencé le livre, j'étais pas du tout dans la... Oui, on nous disait la première phrase qu'il y a dans la quatrième de couverture, tout ça c'était la première partie. Et en fait la deuxième partie c'est toute la suite du résumé.
Donc ça m'a un peu gavée. Voilà. Du coup, en fait, on va suivre le personnage de, comment elle s'appelle, Mathilde, qui est en couple avec Étienne. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Ils vivent vraiment le parfait amour, mais au début, euh, Mathilde ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puisque Étienne lui dit en ce moment, ça ne va pas. Et donc, elle essaie de comprendre, et en fait, il lui annonce que il va la quitter, il va partir. Et en fait, Mathilde est effondrée parce qu'elle comprend pas. Ils étaient heureux, ils passaient des super moments, ils avaient même parlé de mariage. Et du jour au lendemain, ils décident de la quitter, quoi. Et du coup, on est vraiment dans ouais, c'est vraiment une grosse déprime, voire ouais, dépression qui arrive à Mathilde parce que elle comprend pas pourquoi il l'abandonne, ils étaient si heureux, enfin voilà, c'est pas facile. On voit un petit peu son quotidien de professeur. Je crois qu'elle est professeure de français, donc de littérature au lycée. Et elle parle souvent de Flaubert, de l'éducation sentimentale, et on voit un petit peu ses collègues, donc sa collègue Sabine qui raconte toujours sa vie, et on voit en fait que les collègues ne remarquent pas, enfin, surtout la Sabine, elle ne remarque même pas que Mathilde ne va pas bien. Mathilde essaye de ne pas trop le montrer, mais quand même, enfin, voilà, la Sabine n'est pas très très attentive. Donc la première partie parle vraiment de ça, donc de tout ce que ressent Mathilde avec cette rupture. On explique pourquoi. Et je vous parle pas de la deuxième partie, donc je vous conseille de pas lire en fait le résumé parce que c'est tout autre chose en fait. La deuxième partie, d'ailleurs ça s'appelle Deux sœurs et enfin pour la première partie du récit je me dis mais enfin pourquoi est-ce qu'on appelle ça deux sœurs alors que la sœur on la rencontre que 5 minutes. Voilà. Écoutez, moi j'ai adoré la première partie du récit parce que, enfin adoré c'est un grand mot, mais en fait je me suis sentie extrêmement touchée par ce que vivait Mathilde, j'étais en énorme empathie et en fait je me suis énormément retrouvée en elle en fait dans cette première partie du récit parce que je m'imaginais très facilement à sa place, enfin non pas que ça risque de m'arriver mais je veux dire, en m'imaginant à sa place, je me sentais mal parce que c'était bien décrit cette rupture et sa dépression, enfin vraiment sa descente vers une grosse dépression est vraiment très réaliste et je me sentais très impliquée dans ce que vivait Mathilde et je trouvais ça extrêmement réaliste en fait. Et même, je me sentais tellement proche de Mathilde qu'à un moment, dans le livre, ils disent, à un moment, elle va... Est-ce que je peux vous dire ça? Bon, oui, c'est pas des spoils. Elle va aller voir une voisine, je vous dis pas trop pourquoi, pendant la nuit, presque à minuit. Et en fait, je vous lis donc ce qu'elle dit. Jamais elle n'aurait pensé être capable d'accomplir un acte comme celui-là et ne supportait pas l'idée de déranger quiconque, avait même du mal à rentrer dans un café pour demander d'utiliser les toilettes et préférait toujours dire que le repas avait été excellent en dépit du fait qu'elle n'avait rien mangé. C'est moi ça. C'est bienvenue chez les Chroniques du Hérisson, c'est moi. J'ose pas rentrer dans un restaurant pour demander d'aller aux toilettes, j'ai peur de déranger. Voilà. Quelques exemples d'une nature moins introvertie qu'animée par le désir de ne pas empiéter sur la vie des autres. C'est enchanté. Voilà. Vous avez compris quelle est ma personnalité. Je suis vraiment comme ça. J'ai toujours peur de déranger. Enfin, c'est très marrant. Ouais. Bref. Et donc, j'ai adoré donc, cette première partie parce que je trouve que c'est extrêmement efficace. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que de temps en temps, on a des petites... je sais pas, on appelle ça des astérisques, où vous voyez des petits 1 en haut d'une phrase. Et en fait, on a des notes de bas de page qui continuent le texte. Donc je sais qu'il y a un livre de Laurent Godet qui fait ça. Oh, je sais plus si c'est Laurent Godet. Il y a un livre qui fait ça avec des énormes notes de bas de page. Mais par exemple, les romans lui paraissaient si limpides. Donc on parle de Mathilde. Puis il y a un petit 1. Et en bas, on nous dit « Je devrais peut-être aller vivre dans un roman », pensa-t-elle. Donc on continue en fait en note de bas de page et je trouve ça très drôle. Et parce que de temps en temps, c'est des petites pensées des personnages. Et alors, on a tous des petits chapitres avec des chiffres, donc 16, 17, enfin voilà. Et en fait, de temps en temps, on a d'autres points de vue. C'est assez particulier. Puisqu'on a la plupart du temps le point de vue de Mathilde, puisque c'est elle qu'on suit. Mais tout d'un coup, on découvre en fait ce qu'Étienne pense
tout d'un coup. Voilà, donc sans prévenir, on a dans un autre chapitre, on est avec un autre personnage, mais la plupart du temps c'est plutôt Mathilde. Donc vraiment, première partie, je pense qu'on était sur un bon 16 sur 20, c'est une très bonne lecture. Et puis la deuxième partie est arrivée. Je précise que je l'ai lu jusqu'à 3h30 du matin. La deuxième partie est arrivée, je n'ai pas du tout aimé cette deuxième partie qui m'a complètement sortie du récit. Il se passe des choses dans la tête de Mathilde que je n'ai pas trop comprises. Alors l'auteur a fait un choix de nous faire une sorte de thriller. Autant on avait quelque chose de plutôt réaliste, hein, cette première partie que j'aimais beaucoup, autant la deuxième partie c'est vraiment on est dans du thriller chelou quoi, enfin vraiment aucune crédibilité, aucun réalisme, ça m'a complètement sorti de ma lecture. Alors que si je savais dès le début qu'on était dans une ambiance comme ça m'aurait peut-être plu. Je sais pas, j'ai vraiment pas apprécié cette deuxième partie parce que ça change totalement. Alors c'est original d'une certaine manière, mais en fait, ce qui s'y passe n'est pas original. Donc la forme est originale, mais ce qui s'y passe n'est pas spécialement original. On voit venir le truc, hein, et j'ai pas apprécié. Voilà, j'ai vraiment pas apprécié les choix de l'auteur, extravagance, en veux-tu, en voilà, une tentative de thriller ou que sais-je, mais c'est... Ouais. J'aime bien l'originalité dans un récit, vous le savez peut-être. J'aime bien en effet si on change de style en deuxième partie, mais pour ça il faut que ce soit fait avec, avec finesse. Et là c'était vraiment pas du tout fait avec finesse. Voilà. Donc ouais, grosse... bah, du coup de base, j'ai mis que c'était une lecture moyenne parce que vraiment j'aimais beaucoup la première partie. Je voulais voir quelque chose de positif sortir de cette lecture en fait, du personnage de Mathilde. Je voulais voir quelque chose d'optimiste et non, ça ne l'est pas. Voilà. Et ce matin, je me suis dit que j'allais lire un des livres les plus courts de ma petite pile à lire, puisque comme ça j'allais un peu, puisqu'il me restait quand même 3 livres à terminer. On est dimanche, dernier jour de challenge. Et j'avais pas envie. J'avais envie de lire un truc court que j'ai envie de lire depuis un moment. Et j'ai lu mon premier Murakami. J'ai lu L'étrange bibliothèque. Et j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. C'était vraiment une chouette découverte. On est sur une petite nouvelle horrifique. Donc d'un petit garçon, je sais pas quel âge il a, mais il sait lire, hein, donc il a au moins 6 ans, moi je dirais qu'il a 11 ans, un truc comme ça. Un petit garçon qui va à la bibliothèque, un jeune garçon qui va à la bibliothèque, il a des nouveaux souliers qui font beaucoup de bruit, c'est marrant. Il va à la bibliothèque et il rend ses livres et il demande des livres en particulier. Donc il se dit, oh tiens, je vais demander ces livres-là parce que je me posais plutôt une question. Donc il demande à la bibliothécaire, voilà, j'aurais bien envie de lire sur ce sujet. Et la bibliothécaire l'envoie dans le sous-sol. Et dans le sous-sol, il rencontre un être, je vous en dis pas plus. Mais on est avec une nouvelle horrifique. Soft au niveau de l'horrifique, mais extrêmement étrange. Je pense que le titre est on ne peut plus parfait, l'étrange bibliothèque. On est vraiment avec une histoire totalement farfelue que j'ai beaucoup appréciée parce que j'ai lu quand même déjà pas mal de choses un peu horrifiques, des contes horrifiques ou des choses comme ça. Mais ici, je voyais jamais où l'auteur allait m'emmener et c'est ça que j'ai bien aimé. Parce que c'est vrai que dans tout ce qui est horrifique, il y a souvent des codes, il y a souvent des choses qui reviennent. Et ici, vraiment, j'ai beaucoup aimé l'originalité parce que je ne savais pas où aller. Il y a un homme mouton, il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore qui pourrait être intéressant à vous dire? Enfin non, en fait, je vous laisse vraiment découvrir, c'est vraiment très étrange. Si vous cherchez une nouvelle horrifique hyper originale, pour Halloween, pour toute la saison d'automne, vous savez, le Pumpkin Autumn Challenge, là, il vient de sortir, je pense que ça convient très bien. Et c'est pas trop glauque, c'est soft, vraiment. Donc, si vous êtes extrêmement sensible ou que vous avez 8 ans, peut-être ne le lisez pas. Mais, mais vraiment, c'est soft, mais ça fait cette petite ambiance un peu creepy et étrange. Et je me demande s'il n'y a pas des symboles dans cette lecture. Je vais un petit peu faire des recherches parce que je ne me suis pas posé 36 000 questions sur
la signification de certaines choses, mais en tout cas, franchement, j'aime beaucoup. Ça me donne envie de lire Sommeil, que j'ai aussi, mais je vais un petit peu attendre. Voilà pour celui-là, donc je suis très contente, j'ai lu 12 livres, et donc je suis en train de lire L'homme poussière sur ma liseuse. Alors, je pense que je vous en ai vite fait parler. Et en fait, c'est un livre très très court qui fait à peu près 150 pages et qui nous parle en fait vraiment d'un homme qui est endeuillé, qui vient de perdre l'amour de sa vie. Et il a perdu son mari et je crois qu'ils étaient mariés, oui, il me semble. Oui, 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 il a perdu son mari et donc il va nous parler de sa souffrance du début à la fin. C'est un livre, je suis à 30% de ma lecture. Je l'ai commencé hier, j'avais prévu de le lire, ou avant-hier, je sais plus, j'avais prévu de le lire en une soirée, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas un livre que je pouvais déglinguer. J'ai envie de prendre le temps et aussi d'être dans le bon état d'esprit parce que c'est extrêmement triste et je trouve que tant pis pour le challenge, j'ai vraiment envie de déguster cette lecture et de pas le lire pour le lire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je fais un challenge parce que j'aime bien lire, j'aime bien dévorer des livres, mais je veux continuer à prendre mon pied à lire des livres et pas lire pour lire. Je lis parce que j'ai envie de lire le livre. Ici, j'ai envie de le déguster. Donc si je le finis pas aujourd'hui, je le finis pas aujourd'hui. Et tant pis, on s'en fout. Voilà, je voulais quand même préciser ça, que c'était un challenge qui doit pas être au détriment de la qualité de lecture. C'est vraiment pour passer de bons moments de lecture et faire des excellentes découvertes. Mais j'ai pas envie de détruire mon, mes lectures. Il faut vraiment que je sois dans le bon état d'esprit. Il faut que vous soyez dans le bon état d'esprit pour le lire parce que c'est vraiment une déclaration d'amour à un homme disparu, à son amour disparu. C'est magnifique, en tout cas, ne fût-ce que dès la phrase d'accroche. Dès la première phrase, j'ai été subjuguée par la plume. C'est extrêmement travaillé, c'est extrêmement lyrique. C'est véritablement poétique, c'est vraiment sublime. On ressent très très fort l'amour qu'il a et on peut très bien si on a un grand amour, on peut très bien voilà, si on a vécu un grand amour ou si on a un grand amour, on peut très bien en fait se projeter dans ce qu'il ressent. Et c'est ça qui est dur, c'est que ben mon grand amour, et je vis avec lui, vous voyez. Et donc c'est pour ça que c'est si dur, c'est tellement réaliste et en même temps tellement magnifiquement écrit que par moments j'ai du mal à le lire parce que j'ai tellement peur en fait de devoir ressentir un jour des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et donc si vous avez vécu un deuil, ouais, je pense que ça risque d'être difficile. J'ai l'impression que je ne lis pas beaucoup de livres positifs en ce moment. Je vous ai parlé de Vigile, je vous ai parlé de trucs un peu déprimants. Donc voilà pour ce livre, donc je suis à 30%. Donc maintenant la grande interrogation, que vais-je lire? Il est... parce que pour le coup c'est hyper important, parce que je vous ai dit, je vous dirai plus les jours qu'on est, mais là pour le challenge, il est 12h25, donc j'ai toute la journée pour lire 2 livres. Je pense que je vais lire encore un livre très très court, comme L'étrange bibliothèque. Je vais encore lire un truc très court, et puis selon l'heure qu'il est, je lirai un truc un peu plus long. Hey, je suis en train de lire ce livre qui est Une femme au téléphone. C'est très spécial. Je suis à la page 32 et je suis en train de me dire que déjà je me suis trompée d'objectif, mais c'est pas grave, ça fera un style. Je suis en train de me dire que je lis beaucoup de livres où il se passe des trucs un peu tristes, un peu dramatiques. Il y a des meurtres, où il y a une rupture, une mort. Et ici on suit un personnage qui appelle sa fille, donc c'est une dame âgée, qui appelle sa fille
Bah voilà, parce que elle a tout le temps envie de l'appeler, donc voilà, elle trouve que sa fille est assez absente et en fait, elle devient, par moments elle est un peu chiante. Oh, vous m'appelez jamais, machin, donc limite elle juge sa fille. Mais par moments c'est très touchant parce qu'on sent qu'elle est toute seule et qu'elle a besoin de parler à quelqu'un. Et comment dire, on voit qu'elle est malade, hein, elle dit qu'elle a un cancer, un truc comme ça, et du coup elle parle du fait qu'elle est toute seule et qu'elle va bientôt mourir et tout, et je me rends compte, à nouveau, on a un personnage qui est malheureux, qui va mourir, et est-ce que j'ai encore envie de lire ça? J'ai envie en fait de me plonger dans quelque chose de plus positif en fait, qui va pas de nouveau me parler de deuil ou de rupture. J'ai l'impression que mes nerfs ont de plus en plus de mal à supporter ça. J'aime beaucoup hein, cette lecture, c'est chouette, mais je suis nouveau avec un truc un peu déprimant. Voilà, et je dis que j'allais pas montrer ma tronche du dimanche et je fais un gros plan sur ma tête. Donc voilà. Je vais clôturer hein, ce plan un peu merdique. Ok, j'ai enregistré mais j'ai oublié d'appuyer sur play. Bravo Isabelle. Alors, coucou, je vous retrouve un peu plus tard. On est donc lundi. C'est important parce que ça fait donc 14 jours que j'ai commencé ce challenge et donc je peux vous dire, roulement de tambour, que j'ai lu 14 livres. Donc 14 jours, 14 romans, poésie, essai, mais en tout cas c'est cool. J'ai même lu 15 livres si on compte un graphique. Hier je vous laissais avec Une femme au téléphone. Je vérifie si ça enregistre bien, oui ça enregistre, de Carol Sheaves. Moi j'avais lu de Carol Sheaves Tenir jusqu'à l'aube, que j'avais beaucoup aimé, qui était de la rentrée littéraire 2019 il me semble, et qui avait été vraiment une très très bonne lecture, qui parlait d'une maman qui avait beaucoup de mal avec sa maternité et qu'elle avait vraiment besoin de sortir de chez elle. Franchement, j'ai pas terminé ma phrase, de sortir de chez elle, franchement c'était une très chouette lecture, très humaine et très réaliste. Ce livre nous fait rencontrer le personnage de, je ne sais même plus comment elle s'appelle, une dame, Charlène, voilà, qui a la soixantaine, qui est une dame, je pense qu'elle est retraitée et elle a des problèmes de santé. Et elle a 2 enfants et notamment une fille qu'elle va appeler assez régulièrement. Et en fait, le livre, ça va être tous les coups de fil qu'elle va faire à sa fille. On aura que la voix de cette grand-mère, de cette Charlène, on n'aura que cette voix-là. On n'aura pas les réponses de la fille, mais on peut bien sûr aisément deviner les réponses que lui donne sa fille. Alors c'est assez piquant comme récit, c'est un livre, j'essaie d'écouter la personne qui m'a dit de montrer plus longtemps les livres, donc voilà, je fais un effort, voilà, j'essaye. Donc c'est un récit piquant qui va nous faire suivre les hauts et les bas de cette dame qui de temps en temps est super seule et de temps en temps est hyper aigrie, et donc elle va en vouloir très fort à sa fille de pas la visiter assez souvent, et puis dans d'autres moments elle est super gentille. Enfin, c'est vraiment une dame hyper lunatique, et on pense en fait, c'est vrai qu'elle dit au début qu'elle est bipolaire, et puis elle a un autre diagnostic, qu'elle est dépressive. Enfin voilà, elle a toutes sortes de diagnostics différents au fur et à mesure du temps qui passe. En fait, c'est vraiment un personnage par moments touchant et par moments insupportable, qui nous parle à un moment de son passé. Je vous avoue que j'ai beaucoup aimé le format, que j'ai trouvé vraiment original, c'est vraiment chouette parce que je pense avoir jamais lu ça de ce type-là. Il y a quelque chose, bah, ce personnage est assez insupportable par moments, donc c'est vrai qu'il y a aussi une certaine lassitude parce que c'est... Bon, on a moins de 200 pages, mais il y a quand même une certaine lassitude que j'ai pu ressentir puisque c'est assez répétitif, les hauts et les bas. Donc par moment elle est hospitalisée et puis elle dit que en fait c'est trop bien l'hôpital, et puis le lendemain, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et je pensais qu'on aurait à la fin quelque chose d'un peu spécial, une petite révélation, ou enfin pas forcément une révélation, mais quelque chose qui se passe vraiment, qui change un petit peu les choses, et en fait non, c'est juste une sorte de chronique de cette dame. Voilà, c'est pas la meilleure lecture que j'ai pu faire, même si j'ai trouvé le concept vraiment intéressant. Et on va terminer sur une note pas forcément hyper positive, puisque j'ai lu Saint et eux de Mieko Kawakami. Je me suis retrouvée, en fait j'ai un petit peu triché, je vous l'avoue, je me suis retrouvée hier soir, il était 1h du matin, minuit, j'avais terminé donc celui-là, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Je dois encore lire un livre pour réussir mon challenge, qu'est-ce que je lis?
J'ai regardé les livres les plus courts que j'avais celui-là, et donc je me suis lancée dans Saint et eux, qui nous raconte l'histoire d'une mère et sa fille qui ont des liens un peu compliqués. Ça se passe au Japon, euh, ça se passe à Tokyo. Les projecteurs sont vraiment mis sur la mère et sa fille, mais la narratrice c'est Natsu qui va les loger pendant un petit moment. Donc elle va retrouver sa sœur et la petite, donc voilà, et sa nièce. Et en fait, elle retrouve sa sœur complètement amaigrie qui lui dit qu'elle veut faire ses seins. Faire refaire ses seins plutôt. Refaire ses seins, en fait, tout simplement. Et ouais, elle sait déjà que sa sœur veut refaire ses seins, mais elle sait pas à quel point elle est obsédée par ça. Donc en fait, elle les attend. Je crois que c'est à la gare où enfin, voilà, elles arrivent toutes les deux, la mère et la fille, et dès qu'elle arrive, la mère commence à dire tout ce qu'elle veut faire avec ses seins, elle montre tous les prospectus et tout ça. Et donc elle est hyper obsédée, et en même temps tu as cette fille, cette adolescente de 11-12 ans qui ne parle plus, qui a décidé de ne plus parler, enfin décidé entre grands guillemets, parce que voilà, il y a quelque chose qui va pas dans la relation avec sa mère, et donc elle écrit dans son journal intime. Donc on a une construction très intéressante. On a une héroïne, en tout cas une narratrice complètement effacée, puisque c'est elle qui va nous raconter l'histoire, mais on va très peu parler d'elle, et d'ailleurs à un moment ça la gêne, on se rend compte que c'est... elle tout d'un coup... elle se rend compte qu'en fait on n'a pas du tout parlé d'elle, on parle que de cette femme qui veut refaire ses seins, et donc elle est un petit peu, elle écoute, elle est bien gentille, mais tout d'un coup à un moment la sœur lui dit ah oui, tiens, au fait, toi, comment tu vas? Quelle nouvelle et tout? Ou après, je sais pas combien d'heures. Et en fait, Natsu, on sait presque rien sur elle, donc c'est pour ça que je vous dis que le projecteur est plus mis sur la mère et la fille. Mais elle est quand même active, elle va écouter, elle va prendre soin un petit peu de cette fille. C'est pas très long, hein, donc il n'y a pas vraiment le temps de faire beaucoup de choses. On sait que la fille, dans son journal intime, elle est obsédée par l'arrivée des marées. Donc l'arrivée de ses règles, elle n'a pas encore ses règles et elle a un petit peu peur de ça parce qu'elle n'a pas du tout envie d'avoir ça. Elle a appris ce que c'était avec les ovocytes, etc. Et elle se rend compte, enfin elle se rend compte, non, elle se dit que c'est dégueulasse et elle a vraiment pas envie de vivre ça, elle a vraiment pas envie d'être maman et tout ça. Il y a quelque chose d'assez désagréable dans cette lecture, c'est que la mère est épouvantable en fait. Elle peut voilà, libre à quiconque de faire refaire ses seins. Mais le problème, c'est que là, elle est tellement centrée sur son petit problème, sa préoccupation principale de changer sa poitrine, qu'elle ne va pas prendre en compte les sentiments de sa fille. Elle va pas se rendre compte qu'en fait, sa fille, elle parle plus. Elle sait que sa fille parle plus, mais elle se doute pas, elle se pose pas la question. En fait, c'est peut-être il y a peut-être un vrai problème là à régler avant de m'occuper de mes seins. Je vais peut-être m'occuper d'abord de ma fille, je ne sais pas, qui ne va pas bien, visiblement. Au point de ne plus parler, à un moment, il dit qu'elle a mal aux yeux, la fille. D'ailleurs, j'ai jamais compris. Bon, c'est peut-être une métaphore avec la rondeur des seins, la rondeur des yeux, les œufs, tout ça, je ne sais pas. C'est assez court, c'est très particulier. Il y a un passage où elles vont, je crois, dans des sortes de termes, où elles vont analyser les poitrines de toutes les femmes, et tu as toutes des analyses de poitrines. C'était pas très intéressant, comme le récit n'est pas très long. Moi j'avais envie d'en savoir plus sur la psychologie de cette héroïne, de cette petite ado qui écrit son journal intime. Et en fait on passe beaucoup de temps à parler de poitrine et de seins. En même temps Isabelle c'est le titre, hein, Seins et eux. Et je vous assure que le titre est vraiment bien exploité, on en parle en long, en large, en travers. Et les œufs on en parle bien. Donc il y a une scène finale assez cocasse avec des œufs, même un peu drôle en fait, j'ai même ri un moment avec des œufs. Voilà, mais je j'ai pas compris en fait le message qu'il y avait derrière ce livre. Alors je sais pas, il faut pas toujours des messages hein, dans tous les livres, mais j'ai l'impression d'être passée à côté de quelque chose, que mon cerveau n'a pas capté les messages qui sortaient de cette lecture. Je n'ai pas compris en fait où on allait. Parce que c'est une petite parenthèse dans la vie de ces gens qui vont donc habiter quelques instants, quelques jours chez la tante. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai, avec la jeune, l'adolescente, il y a quelque chose qui va changer. Mais en fait, on n'a pas vraiment de résolution au problème mère-fille. Ouais, j'ai pas trop compris le concept.
Mais bon, c'était une lecture bizarre et spéciale. J'aime ce qui est original, donc pour le coup, là j'ai été servie. Mais c'est vrai aussi, raison qui fait que ce ne sera pas un coup de cœur, vraiment loin de là, c'est la plume qui est pas forcément merveilleuse. J'avais lu que c'était super bien écrit, moi je trouve pas. Voilà. Mais ce n'est que mon avis personnel. Écoutez, j'ai lu mes 14 livres. J'ai lu 14 livres, je suis trop fière de moi. Voilà, vous pouvez applaudir, j'en suis trop fière. Écoutez, je vais clôturer ce vlog, il est vraiment temps que je vous laisse. J'ai l'impression que déjà la première semaine faisait 1h15. On va voir ce que je vais faire pour le montage, ce sera vraiment très long à mon avis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!